Ok, bah salut les copains, je suis content que vous ayez répondu à cette invitation. On va parler aujourd'hui de business, on va parler de la société, on va parler de l'argent, mais derrière tout ça, en fait, je suis content de vous avoir là parce que je pense que derrière tout ça, on va parler de l'humain. L'humain dans la société, l'humain dans l'entreprise, dans le business, l'humain et l'argent. Et puis, avant qu'on commence, peut-être, je vais faire un petit tour, je vais vous présenter à nos auditeurs. Cédric Esserméan, médium d'affaires. Est-ce que tu peux nous expliquer juste un petit peu ce que tu fais, qui tu es? Ouais, avec plaisir. Merci pour l'invitation. Le, euh, la mission qui est la mienne correspond essentiellement à l'idée de raccourcir le chemin vers l'épanouissement personnel. Et l'épanouissement personnel, pour moi, intègre non seulement la prospérité financière et de l'entreprise pour les entrepreneurs, mais c'est aussi avoir un espace dans lequel il y a de la place pour soi, mais aussi de la place pour son couple, la relation avec ses enfants, créer de la complicité et de l'harmonie générale pour l'individu, qui ne soit pas que une source financière pour sa famille, mais qui soit aussi une figure familiale. Ok, génial, merci. Olivier, dirigeant d'entreprise et conseiller de dirigeant, c'est ça? Ouais, Mentor, plus je vais être exactement? plutôt mentor Ouais, pour apporter mon expérience et ce que j'ai pu vivre en tant que dirigeant. ouais, Et donc, moi, vraiment, le focus, que ce soit dans les entreprises que je dirige ou quand j'accompagne des dirigeants, c'est vraiment le focus sur l'humain. Donc, ça tombe bien que tu m'aies fait venir. Et puis aussi le focus sur le vivant, quoi. Et donc, et comment résoudre l'équation du profit de la planète et des personnes, ce qu'on appelle les 3 P. Et puis je le fais aussi à travers un cercle que j'appelle Agoriade, qui est un cercle d'influence humaniste pour que cet esprit puisse se diffuser plus largement. ok, merci, super. On a avec nous un romancier d'investigation et puis un ingénieur des comportements humains, Patrick Collignon. C'est bizarre de dire ton nom de famille. On va pas tricher, on se connaît bien, on est assez potos. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur qui tu es et ouais, qu'est-ce que tu fais? Bien écoutez, moi d'un côté je suis Patrick Collignon, là c'est l'ingénieur des comportements humains, donc j'accompagne des dirigeants d'entreprise ou des personnes dans leur vie pour décrypter comment leur cerveau les fait fonctionner et puis pour leur donner des pistes pour fonctionner différemment, s'ouvrir de nouvelles perspectives, transformer leur vie, ça dépend vraiment de leurs besoins à eux. Et à côté de ça, ça m'aide pour écrire mes romans, et là c'est plus sous le nom de Pachenko. Ce sont des romans dont la ligne directrice est toujours la même, c'est dans une société qui est dominée par l'argent. Voilà tout ce que ça peut donner en dérive, en déviance, en termes de comportement humain. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir les deux. Comme ça, je peux d'un côté m'éclater dans la vraie vie et d'un autre m'éclater dans la fiction. C'est parfait. Ouais, c'est cool, merci. Et merci à toi aussi, Christian de Gendranou, Christian Junot, expert de la relation à l'argent, coach, formateur, on peut dire aussi, voilà, multicasquette. Moi aujourd'hui, j'aime bien te considérer, te regarder comme un philosophe, quelqu'un qui pense, qui réfléchit, qui accompagne les personnes et puis qui nous offre une autre vision de qu'est-ce que l'argent et comment on peut être en relation avec l'argent. Donc merci d'être là, Christian. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter à cette présentation pour qu'on puisse savoir qui tu es avant qu'on commence notre podcast? Ravi d'être avec vous déjà. Et c'est vrai que par rapport à ce que disait Patrick juste là tout à l'heure, moi c'est remettre l'argent à sa juste place, qui soit au service des projets de vie des uns et des autres, plutôt qu'un frein, un blocage. Et au fond, les problèmes d'argent que je vois avec les êtres humains, c'est des problèmes visibles, problèmes financiers, problèmes de comportement, d'émotion. Et moi je les emmène dans l'invisible pour changer quelque chose dans l'invisible, pour que dans la partie visible ça change à nouveau. Et tout ça, in fine, j'ai envie de dire, ça passe avant tout par plus d'amour de soi. Ok, yes. Bon, on est parti, on y va pour un petit tour ensemble. Peut-être pour commencer, je vous propose un petit tour de table. Juste, si vous étiez un politicien, quel serait en quelques phrases votre programme? Qu'est-ce que vous auriez envie d'apporter dans la société aujourd'hui? Depuis là où vous regardez, depuis là où vous œuvrez. Peut-être on commence, vas-y, hop, on tourne avec Cédric. Ouais. C'est un gros programme forcément qui peut être proposé vu l'état du chantier là. L'angle selon lequel, enfin, ou en tout cas les lunettes que moi j'utilise pour voir le monde, qui est par extension, ou plutôt une extension de ce qu'est remettre l'humain au centre
c'est de considérer, notamment chez les entrepreneurs, mais c'est vrai qu'on le voit dès qu'il y a de l'argent est impliqué quelque part, toutes les extensions qui peuvent être autour de juste de mettre l'humain, c'est-à-dire, en tout cas de ma fenêtre à moi, les relations, et essentiellement les relations personnelles qui créent vraiment cette capacité à vivre une vie qui ne nécessite pas forcément de sacrifice. La famille et toutes les symboliques qui vont avec et ce que représente la famille chez chacun. Je pense que, et par extension à ça, je veux dire mettre du lien, faire les choses ensemble, plutôt que de la compétition ou de la séparation en permanence. Je dirais ça. Ok, on peut voter pour toi, il y a un bulletin. Voilà. Okay. Envoyez 2 au 6-12-12 et puis... C'est cool, Olivier. Moi, je rejoins Cédric sur le fait de créer du lien, de réunir. Et donc, mon programme ne tiendrait qu'en un mot, réunir. Et réunir notamment ce qui est différent, notamment ce qui ne se ressemble pas. Parce que je suis persuadé que l'étincelle jaillit justement en fait de la confrontation bienveillante des différences. Donc ça serait vraiment au cœur de mon programme. Et ça peut se décliner à l'intérieur de soi. Donc réunir ces différentes sous-personnalités, parce qu'en nous, on a en nous différentes parties qui des fois ont un peu du mal à cohabiter. Certaines parties, on ne les aime pas, et d'autres, quelque part, ont peut-être tendance à nous dominer. Donc il y a cette réunion-là. Et puis la réunion qui est le lien qu'on peut avoir dans l'entreprise ou avec d'autres pour se sentir moins seul. Je pense que je reviendrai un petit peu plus tard sur cette notion de solitude, de séparation. Et puis ça peut aussi s'élargir et se diffuser à échelle plus grande, quoi. Et chaque fois que j'interviens, en fait, moi je mélange les genres volontairement et j'essaye d'associer des choses qui ne se ressemblent pas et qui peuvent des fois sembler s'opposer. Ouais, réunir des opposés, des choses qui peuvent en tout cas apparaître opposées. Et tisser des passerelles entre les mondes, quoi. C'est vraiment ça qui m'habite, quoi. Et donc mettre des gens qui ne se ressemblent pas et puis faire des liens, des fois même entre des concepts ou des idées ou des mouvements de pensée qui semblent dissonants. Yes. En fait, rien ne s'oppose, tout s'épouse. Voilà, votez Olivier. Votez Olivier, c'est cool. Patrick ? Si j'étais homme politique, je me rappellerais d'une chose, c'est que le pouvoir qui m'a été confié à la hauteur du nombre de gens qui me l'ont confié. Et que c'est un pouvoir qui leur revient. Donc je me rappellerai que mon job, c'est pas d'être homme politique, c'est d'être plus un homme d'État qui met en place des actions qui aident les personnes, qui comprennent les personnes, qui intègrent les personnes et qui font en sorte que chacun se retrouve bien dans une société qui est la plus harmonieuse possible, parce que le job d'un homme politique, c'est d'œuvrer pour le bien public. Et puis, dans l'autre sens, je mettrai en place des lois qui s'organisent pour que des gens qui veulent tester le pouvoir juste pour le plaisir de tester le pouvoir et d'en abuser si nécessaire, soient incapables de le faire, parce que, par définition, le fait d'avoir le pouvoir est se mettre au service du peuple, et donc je mettrai en place des règles qui empêchent les gens d'utiliser le pouvoir juste pour le plaisir, mais les contraignent d'une manière ou d'une autre à vraiment travailler pour les gens qui les ont élus. Ok. On détoxe de la société, on enlève les toxicités, quoi. On enlève les toxicités, les comportements toxiques, mais je pense que le pouvoir fait partie des 5 plus gros facteurs de dopamine chez l'être humain. Donc exercer le pouvoir et se rendre compte du pouvoir qu'on a, même chez les grands singes, ça donne un petit coup de dopamine qui fait qu'on a envie juste de reproduire l'expérience, de se faire plaisir à voir à quel point, et pour rebondir ce que disait Olivier il y a quelques instants, à quel point on peut dominer l'autre. Et en même temps, dans une société civile, ça n'a pas d'intérêt en soi. Donc effectivement, il faut aider l'être humain à calmer son humanité, enfin le côté le plus animal de son humanité. Ok. Votez Patrick. Et Christian, qu'est-ce que tu dirais toi ? Alors déjà, plutôt que des grands singes, moi je préférais qu'on ait de grands sages qui soient à la barre politique. Et là, je reprends pour moi ce qui me paraît essentiel en tant que politicien, et j'aimerais vraiment amener chaque politicien à clarifier ça, à l'image de ce que disait Marshall Rosenberg, le fondateur de la communication violente, c'est que son intention soit que
les besoins de ceux qu'il est censé servir soient en tout cas aussi importants que satisfaire ses propres besoins. Donc autrement dit, il n'y a plus l'un ou l'autre, c'est le nous, et je satisfais mes besoins en faisant ça, et je suis à la recherche de satisfaction des besoins de ceux qui sont en face de moi. Donc ça me paraît prioritaire comme intention à poser. Et puis moi, je dirais aussi que je mettrais de l'importance pour que, dès l'école, on apprenne à travers les enfants, mais les êtres humains plus tard, à être acteurs de leur vie, et à encourager tous ceux qui ont envie d'être acteurs de leur vie, qui ont envie de contribuer à quelque chose. Et pour cela, ça commence déjà à l'école, mais après également d'amener toutes les solutions pour encourager ceux qui ont des projets, les porteurs de projets, à leur donner les meilleures conditions possibles pour que ça se fasse plutôt que 10 000 choses administratives qui les décourageraient. Ouais, carrément. Carrément, moi ce que j'adore en fait, c'est qu'on vient de parler de politique et en fait... on n'a pas parlé de droite, on n'a pas parlé de gauche, on n'a pas parlé de centre, on n'a parlé de rien de tout ça. On a juste parlé de notre vision du monde. Et puis, moi, chacune des vôtres m'inspire, me touche à différents endroits. Donc, c'est cool qu'on ait pu faire un tour de table de politique sans s'étriper. Presque. Et toi? Ah, oh, waouh! Je ne m'attendais pas à répondre moi, à la question. Merci. Écoute, moi, je pense que ce qui est au point de départ est à l'arrivée. C'est vraiment une phrase que j'apprécie beaucoup et que je crois que le questionnement aujourd'hui qu'on pourrait se poser tous ensemble, c'est se dire qu'est-ce qu'on veut mettre au point de départ de notre société, parce que qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter et vers où on a envie d'aller. Je crois qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est une direction. C'est une direction qui soit désirable en fait. Un truc où tu dis ouais, ben en fait ça, je m'inscris dedans. Ah ouais, mais moi aussi je m'inscris dedans. Ouais, mais moi aussi. Et du coup, on serait de nouveau ensemble. Et on serait de nouveau ensemble sur un bateau qui va dans une direction. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Donc je pense que je commencerai d'abord par essayer de trouver un temps où on peut se rassembler. Tu parles de fédérer autour d'idées finalement. D'une direction. Une direction qui rassemble. Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouve que ça manque. J'ai l'impression que tout le monde est là en train de se dire ah, personne ne sait où il va, on est tous ensemble à pas savoir où on va, puis ça crée des trucs un peu space quoi. Donc ouais, je dirais c'est asseyons-nous une vraie fois et prenons le temps ensemble de se dire allez, qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble. Donc ouais, ce serait ma réponse à cette question inopinée. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que tu parles à la fois du futur, là où on va, mais tu as parlé aussi un peu de l'origine, puisque quand tu dis ce qui au départ est à l'arrivée, et ce que je ressens, c'est qu'on est peut-être un peu perdu entre les deux, quoi. C'est-à-dire on ne sait pas où on va, mais aussi on ne sait plus trop quelles sont nos origines, quoi. Et l'homme moderne est un peu séparé, en fait, de choses qui étaient vraiment à l'origine. Le lien dont on a parlé, en fait, était à l'origine. Et puis le lien aussi avec la nature qui m'est chère était à l'origine. Et aujourd'hui, on crée des barrières entre l'homme et la nature, entre les hommes. Et du coup, en fait, on perd ce qui était notre essence initiale. Tu le vois ça, toi, dans les dirigeants d'entreprise que tu accompagnes est-ce que tu sens, toi, que dans le milieu de l'entreprise plus traditionnelle, parce que je sais que tu opères dans des grandes entreprises, est-ce que tu vois qu'il y a un changement de mentalité? Est-ce que tu as l'impression que ça évolue, ça? Je pense qu'il y a quand même un mouvement, une envie de ce retour au lien. Bon, tout le monde sait qu'on a été encore plus séparés pendant la crise sanitaire. Donc il y a des choses, des endroits qui ont du mal à se remettre en place. Il y a encore la méfiance de l'autre, ou alors avoir pris des habitudes à rester chez soi, ne pas sortir. Mais ce qui n'empêche qu'il y a aussi des mouvements qui vont complètement dans l'autre sens, quoi, et qui cherchent à avoir des mouvements de lien, des mouvements de convivialité qui sont fondamentaux. Et puis, ce qui est peut-être moins évident, en fait, c'est... Alors, on le voit à travers des choses qui peuvent paraître obligatoires, comme autour de la RSE, etc., le fait de prendre en compte l'écologie. Mais le lien avec la nature, en fait, je trouve, pourrait faire beaucoup de bien. Et je vois, par exemple, des fois des superbes ensembles tertiaires, avec au milieu un parc génial, avec même des bancs, des tables, etc. Mais les gens ne sortent pas. Ne s'autorise pas en fait à aller dans ces lieux, et sachant qu'on ne réfléchit pas pareil dans son bureau, ou on n'est pas pareil dans une salle de réunion par rapport au fait d'être là, et c'est pas très loin de soi, quoi. Donc la nature a tendance quand même dans les programmes tertiaires à venir dans l'entreprise, mais je trouve que c'est sous-exploité. Mais ça va venir, quoi. Enfin, Ouais, tu es optimiste par rapport à ce que tu observes. Ouais, c'est cool. On parle un peu business, parce que j'ai le bonheur aujourd'hui c'est l'instant pub, de sortir mon livre qui s'appelle Business Bénédiction. Puis j'ai envie de faire un petit tour de table. C'est un mot qui est un
un vilain mot dans la bouche de certaines personnes, ou en tout cas peut-être que certaines personnes qui nous regardent ont une certaine idée de ce que ça veut dire ou pas. Moi j'aurais envie de vous entendre là-dessus. C'est quoi le business pour vous? Est-ce que c'est un vilain mot d'abord pour vous? Est-ce que vous lui préférez un autre mot? Et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Peut-être on fait un petit tour de l'autre côté. Alors déjà, pour moi, le mot business, c'est dès le moment où il y a une transaction commerciale avec échange d'argent contre un service et un produit. Pour moi, ça s'appelle du business, c'est aussi simple que ça. Donc du business, ça veut dire qu'on en fait sans arrêt. Mais c'est vrai que le mot peut être quelque peu connoté. Et au fond, le business n'est jamais le problème. C'est toujours la question de quelle manière on le fait, au service de quel but, à quoi on a envie de contribuer, comment on tient compte de l'autre en face ou pas. Et à partir de là, on peut faire un business merveilleusement éthique dans lequel tout le monde va se retrouver ou pas. Ouais. D'après toi, c'est quoi la chose qu'on colle sur le business et qui rend le mot un peu sale ou un peu douteux? Souvent, je pense qu'il y a une association entre business et capitalisme. Et encore une fois, le capitalisme, pour moi, n'est pas quelque chose de négatif. Il l'est encore seulement dans les intentions qu'on peut avoir derrière. Parce qu'au départ, l'idée d'utiliser le capital pour créer tout est parfaite. Moi qui viens de Suisse, on a tellement de merveilleux petits trains de montagne qui ont été faits il y a plus de 100 ans de manière juste exceptionnelle grâce à des capitaux et surtout grâce à des êtres humains avec un courage et une foi inébranlables. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment un lien avec ça, avec business égale capitalisme égale dérive de la société. Ok. Pat, ça t'évoque quoi, toi, le terme business? Je vais rebondir un peu sur ce que Christian vient de dire. Le business, c'est un échange de bons procédés entre individus, c'est un échange de valeurs. On peut échanger la valeur d'un service contre la valeur de l'argent, ou d'un service contre un autre service, ou de 4 pommes de terre contre 1 kilo de farine. Ça reste quelque part du business. Il y a juste une transaction, et tant qu'elle est honnête, elle me paraît bien. Maintenant, les dérives du business, moi j'associe ça plus à la notion même d'argent, et plutôt même de spéculation. Donc pour moi le capitalisme c'est une chose, la spéculation c'est la dérive quelque part du capitalisme. Et donc faire de l'argent pour de l'argent, et d'autant plus d'argent, et d'une part sans limite, et d'autre part sans réinjecter ça dans la société vers les gens qui eux en ont moins ou en ont davantage besoin, ça pose pour moi un plus gros souci, quoi. C'est ça, c'est vraiment sur la notion de spéculation et tout ce que ça engendre comme dérive. Ouais, du c'est coup. ça. Donc, pour rebondir sur le titre de ton livre, je pense que la spéculation, c'est business malédiction. En gros. C'est bien. je te filerai un petit billet tout à l'heure. C'est cool. Olivier? Donc moi j'ai envie de revenir à l'étymologie, quoi. Le mot business, derrière il y a busy, et qui veut dire occuper, occupation, travailler, activité. Et pour moi, donc le business est propre, à la fois quand il permet d'avoir une activité et de se faire plaisir en l'exerçant, et aussi par rapport au fait qu'il y ait des choses qui circulent. Tu parlais de la spéculation. En fait, la spéculation, pour moi, c'est de l'argent sans flux, quoi. Ça ne circule pas. Donc tant que c'est dans le flux, tant que ça circule entre les personnes, et qu'il y a un échange sain entre un produit et un service, donc une activité, une occupation, et puis sur le financier, pour moi, en fait, c'est relativement simple, quoi. Donc c'est juste un média qu'on a trouvé. Ça remplace un peu le troc qu'on pouvait faire à une époque, mais voilà, dans le troc, il y avait cet échange, cette circulation. Donc retrouvons ça dans l'argent, et à ce moment-là, le business peut réellement être une bénédiction. Merci. Je t'enverrai un petit billet aussi. Donc à chaque fois que vous dites business bénédiction, en fait, il y a un petit billet. Business bénédiction, ah oui, la Suisse est parmi nous. Cédric. Je crois que derrière, alors il y a deux choses. Il y a l'enveloppe et puis il y a ce qu'il y a à l'intérieur. L'enveloppe business, derrière ce mot-là, c'est un mot anglais. On pourrait dire autrement. On pourrait dire faire des affaires, l'entrepreneuriat. On peut le dire de plein de façons. J'aimerais juste partager que si je sens que le mot business me crispe, c'est juste que moi je mets une projection qui est sale derrière ce mot-là. C'est parce que ça veut dire argent, et l'argent c'est mal, et voilà, on pourrait déraper assez vite sur qu'est-ce que ça veut dire pour moi. Mais pour moi c'est surtout, donc ça c'était l'emballage, j'aimerais surtout revenir à ce qu'à l'intérieur, pour moi c'est ce que ça représente. Ça a été très bien dit par Christian et par Patrick. Le business parle d'abord d'une relation. C'est un échange, et pour qu'il y ait échange, il doit y avoir
c'est un acte de confiance, et cet acte de confiance parle d'abord de la nature d'une certaine relation entre deux individus qui sont forcément impliqués, même si j'achète à une marque, j'achète à une caissière ou j'ai confiance dans cette marque parce qu'elle représente un certain système de valeurs. Donc pour moi, ça ne fait que revenir à ce dont on parle depuis le début de ce podcast, qui est ensemble, les humains liés les uns avec les autres. Donc le business n'est qu'une forme de relation parmi d'autres, et c'est un joli espace d'exploration dans lequel on peut venir découvrir nos propres freins ou nos propres limites, ou au contraire notre capacité à exprimer de magnifiques choses, et l'adjoindre avec le mot bénédiction. Business bénédiction, ça parle juste de remettre du lien entre les humains qui soit favorable finalement pour tout le monde. Donc je vote pour dans le programme politique. Moi, ce que je trouve assez génial, c'est que on est 5 individus complètement différents, dans des milieux différents, dans des jobs différents. Mais j'ai quand même l'impression que même si on a des regards différents, il y a une sorte d'intention autour du business qui pourrait se parler, quoi. C'est-à-dire à nous 5, on pourrait se mettre autour de la table, on arriverait à trouver un terrain d'entente sur cette vision-là, sur cette vision du lien, de l'humain, et puis de le faire de manière équilibrée. Donc c'est assez rigolo, c'est assez chouette pour moi de voir ça, de me dire, ok, en fait je suis pas tout seul à un endroit, en fait on est peut-être beaucoup plus nombreux que ce qu'on pense à avoir des pièces du puzzle, de quelque chose qui soit désirable collectivement, quoi. Qu'est-ce que toi tu mets derrière Business Bénédiction? C'est quoi l'idée derrière ce titre? Alors c'était marrant pour moi d'adjoindre ces deux choses-là, parce que justement business ça a une connotation parfois un peu négative, comme on l'a décrit, et pour moi, tout mon travail, ça a été d'adjoindre ces deux termes-là. À 12 ans, juste pour te raconter l'anecdote, à 12 ans, j'ai créé ma première entreprise de cartes postales. On créait des cartes postales de Noël. Donc on avait tout de suite compris qu'on pouvait faire un business très scalable, en fait, avec une saisonnalité comme celle-là. Et la même année, je voulais être prêtre. Donc à 12 ans, j'ai monté une boîte et je voulais être prêtre. Donc si tu veux, le grand écart, il était déjà pris à ce moment-là. Et je crois que toute ma vie, j'ai essayé de rassembler ces deux antinomies. C'est est-ce qu'on peut faire une entreprise, est-ce qu'on peut créer de la valeur, mais est-ce qu'on peut le faire depuis un espace du plein, depuis un espace unifié, depuis un espace où l'autre est à l'intérieur déjà, avant même que tu poses ta démarche, où le client il est à l'intérieur du produit et de l'offre que tu proposes, où la société, où les besoins de la société sont à l'intérieur de ta structure, etc. C'est ça que sur lequel j'essaie de questionner, de me dire, ce serait vachement cool si on pouvait y arriver. Et du coup, j'essaye de crier dans le désert et de dire hey, si vous voulez tenter de le faire, tentons ensemble de le faire, puis peut-être on va y arriver. Peut-être on n'y arrivera pas, mais au moins on aura essayé quelque chose qui est profitable pour tous, quoi. Donc c'est ça l'idée en fait. C'est essayer d'avoir un élan unifié, puis de faire quelque chose qui soit bien, quoi. C'est marrant parce que là, du coup, ça me parle vraiment d'une chose. C'est comme si tu proposais une nouvelle façon d'entreprendre en fait. Complètement. Tu ouvres une porte en disant les gars, on n'a jamais regardé par là, et si on allait voir comment les humains pourraient ensemble, plutôt que les uns contre les autres, créer quelque chose. Absolument. Ouais, absolument. D'ailleurs, la manière de mener du business, pour beaucoup, enfin dans l'entrepreneuriat, pour beaucoup, il y a des endroits où ça coince et des endroits où c'est plus facile. Et il y a aussi une forme de séparation qu'on peut voir. En général, l'aspect commercial, financier, c'est souvent pour beaucoup, entre ce qu'on appelle l'entrepreneur de cœur, quelque chose de compliqué. Et au fond, là, toi, pour avoir lu le livre aussi, ce que tu amènes, c'est vraiment de réconcilier tout ça à l'intérieur et d'en faire quelque chose de joyeux dans sa globalité. Moi, j'adore le titre en fait et le fait que tu aies osé employer un mot comme bénédiction, hein, qui peut être connoté par rapport au sacré, et l'associer à un mot hyper matérialiste comme le business. Donc voilà, c'est un superbe oxymore, et quand je disais que j'adore relier des opposés, quand j'ai vu le titre, je me suis dit oui, c'est ça, et de la jonction entre les deux, on pourrait dire d'un côté la terre et le ciel, hein, si on caricature, jaillit l'étincelle, et c'est bien osé. Et je sais que dans le premier bouquin que j'ai écrit, mon éditeur m'a fait supprimer des mots, parce que c'était pour le monde de l'entreprise, comme amour et plaisir. Donc oui, ça date un peu. Hein. Mais ça date de quand? Parce que c'est intéressant de savoir ça. C'était il y a une vingtaine d'années. Ah, donc il y a une vingtaine d'années, quand tu écrivais un livre pour le business, on te disait amour et plaisir, c'est possible si tu pouvais les enlever, quoi. Voilà. Extraordinaire. Et donc j'ai dû me battre pour garder amour, j'ai pas du tout le droit. J'ai dû me battre pour le mot plaisir qui figure une fois dans le livre, quoi. Et donc mais c'est incroyable, quoi. Donc là on voit ça qui nous saute à la figure dès la couverture, donc chapeau.
Ouais, je pense que les temps sont peut-être plus propices. Bien sûr, bien Toi sûr. aussi, je sais que tu côtoies pas mal de chefs d'entreprise et des gens qui ont tout en étant des chefs d'entreprise de plusieurs milliers de salariés, qui ont quand même cette attention et ce début de réflexion ou cette pensée en tout cas. Donc, je crois que c'est dans l'air du temps, tu vois, d'ouvrir ces portes-là, quoi. Ouais, mais une fois, il y avait une projection d'un film qui parlait de spiritualité en entreprise, et donc de Valérie Seguin. Et il y avait un des patrons interviewés dans ce film-là qui était là, et on a discuté. Et il y avait des questions. Et en fait, moi je lui ai posé la question, mais ce dont vous parlez dans le film, vous osez en parler avec les membres de votre CODIR? Il dit non, j'ose pas. Donc il y a le fait que quand on est en aparté, de pouvoir affirmer ça, et je pense que ça vibre dans le cœur de beaucoup de dirigeants, mais on ne s'autorise pas encore, quoi. On va y arriver, on va y arriver. Un jour à la fois. C'est Conversation la, à la fois. c'est la proposition en tout cas. Ah, c'est clair, Ouais. c'est clair. Oui, la C'est l'heure. proposition aussi, c'est par rapport à la spiritualité dont tu parlais, Olivier. En fait, les comportements humains, ils sont quand même grosso modo drivés par des émotions et par des croyances. Donc l'invitation, je trouve, de Business Bénédiction, c'est de monter d'un cran, aller justement prendre le temps d'une réflexion, plus spirituelle peut-être, qui nous enlève de nos drivers comportementaux de base pour peut-être créer une nouvelle réalité avec de nouvelles croyances, de nouveaux comportements et provoquer peut-être des émotions plus sympathiques ou agréables comme par exemple le plaisir. Et c'est vraiment une invitation qui est dans l'air du temps d'une part, mais qui aurait dû être dans l'air du temps depuis le début de la révolution industrielle, ce qui n'a pas été le cas. Ouais. Il est grand temps. Yes. On parle un peu d'argent? Ah ouais. Bon, tu oses. Oui. Oui, soyons fous. Abordons tout de suite les sujets qui fâchent. On a commencé par la politique, on a parlé business, on a parlé d'argent. On finira peut-être en off sur d'autres sujets, on Si verra. on le sait que c'est les virus, et on est bon. C'est ça, comme ça on a fait le tour Ouais, c'est ça. des sujets qui fâchent. Mais là, ne nous fâchons pas. Par contre, ouais, je crois que c'est un sujet, j'ai envie juste de le jeter au milieu de la table. Attrape qui veut, parle qui veut, quand il veut. Foutons un peu le bordel dans ce podcast. Et ouais. Moi, j'ai envie de laisser parler les autres d'abord. On terminera par le spécialiste. Ouais, l'argent, c'est un vrai sujet. C'est intéressant d'ailleurs que comment ça se présente là tout de suite entre nous. Pourtant, on se connaît bien, mais c'est un vrai sujet dans lequel la plupart des gens n'osent pas plonger. Ce que tu viens de dire, c'est si tu veux te fâcher avec ta famille, commence à parler d'argent à un repas de Noël. Ça va vite partir en vrille. On sait que c'est vrai pour la politique. Enfin, le pitch est excellent. Vrai sujet tabou, vrai sujet tout court. Élément indispensable de la vie quotidienne. Source de grande souffrance quand il n'y en a pas assez. Source de vrille totale quand il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a tellement à faire autour de pacifier notre propre relation à ce truc-là, à toutes les projections qui vont avec. Même quand on... Tu fais ça, toi, dans ta pratique de médium d'affaires? Est-ce que tu as parfois des personnes, même avec du succès, avec un certain succès, qui viennent travailler certains aspects sur l'argent et où tu vois des choses et tu les aides à clarifier ça? C'est un vrai nœud en soi. C'est un des sujets phares. Il y a la relation à papa, la relation à maman, la relation à l'argent. C'est encore des relations. Mais c'est les projections qu'on a dessus. Et bien souvent, il y a des nœuds inconscients dans le système des gens qui leur font dire, si je gagne plus d'argent que ça, je deviens riche, et si je deviens riche, je trahis le clan. Je renie les miens, je renie tout le système de valeurs. Il y a beaucoup de personnes qui sont en démarrage d'activité, qui arrivent et qui ne comprennent pas pourquoi ça ne démarre pas. On est clairement sur, ouais, mais si je gagne de l'argent, alors que dans ma famille, j'ai toujours entendu depuis que je suis petit, par exemple, nous, on n'a pas d'argent, mais au moins, on a un grand cœur. Bon, bah là, c'est plié, quoi. Inconsciemment, je vais certainement pas me mettre à gagner de l'argent, sinon je vais trahir ce qui m'a été présenté toute ma jeunesse comme un système de valeurs humain. Et je veux pas être non humain, je veux pas être exclu du clan, je veux pas être en dehors. Bon, bref, donc c'est un vrai sujet, et toutes comme disait Patrick, les croyances et les émotions qui sont liées à ce thème-là en particulier créent une sorte de clôture autour de n'importe qui crée des effets de plafond. Et justement, c'est ça qu'on va faire, c'est dans la démarche qui est le protocole Intuitech, c'est on descend en profondeur au 3e niveau d'inconscient pour savoir quel est le nœud exact à l'origine du truc, pour
défaire toute la chaîne de causes et de conséquences dans la psyché, qui fait que d'un seul coup, ça libère. Et c'est certain que les démarches traditionnelles sont plutôt sur, bon, il y a un symptôme, c'est j'y arrive pas à gagner d'argent, ou j'ai un plafond, bon, on va aller traiter directement la cause de ce symptôme, qui est la communication, le marketing, la pub, ou je sais pas quoi. Mais je peux mettre tous les leviers que je veux sur de la promotion. Si j'ai une croyance en arrière, je vais tout saboter inconsciemment, donc c'est intéressant de descendre plus loin, à cet endroit-là. Ok, cool. Quelqu'un veut prendre le Moi, micro sur l'argent? Je peux poursuivre. Yes. Ce qui me vient, c'est vraiment l'association entre l'argent et le qu'est-ce que je vaux. Pour beaucoup de personnes, en fait, leur valeur est très liée, en fait, à ce qu'ils ont dans leur portefeuille. Et moi, j'adore jouer d'ailleurs sur ce mot valeur, quoi, parce que dans les entreprises, ça me paraît fondamental d'être clair sur les valeurs. Et il y a une sorte de mélange, quoi. Et jamais, si vous demandez à quelqu'un, enfin, c'est rare qu'on pose cette question-là à une personne, mais j'aimerais bien tenter de demander à des personnes combien tu vaux, ou qu'est-ce que tu vaux même, qui serait plus simple, et du coup, voir quel est le type de réponse. Donc, il y a vraiment cette association. Et je me souviens dans un séminaire proposé par Christian, en fait, à un moment donné, on se retrouvait à plusieurs, et chacun devait dire aux autres combien il avait gagné l'année dernière. Oh. Et on a vu comment c'était compliqué, quoi. Et pour les deux extrêmes. C'est-à-dire pour ceux qui avaient presque honte et qui n'osaient pas ouvrir la bouche parce qu'ils avaient gagné peu. Ou alors pour d'autres qui avaient gagné beaucoup et qui avaient peur, en fait, d'écrabouiller les autres en disant le montant, quoi. Donc c'est vraiment touchant, en fait, cette association et de cette sorte de quantification de ce que l'on est. Enfin, moi, qui suis vraiment très tourné vers le qualitatif, de voir, voilà, je vaux, c'est forcément du quantitatif. Ouais. C'est vrai qu'on peut avoir cette tendance-là, ou cette habitude-là dans la société dans laquelle on vit, ouais, c'est clair. La différence entre avoir de la valeur et avoir des valeurs, Ouais. ça vient jouer. Non, c'est la confusion, ouais, absolument. Ce qui est intéressant quand on écrit des romans, c'est aussi de prendre un peu le plus de recul possible sur la situation. Et donc l'argent est à la fois, pour ce que j'en comprends, un élément extrêmement rassemblant pour le monde entier, et un élément, peut-être l'élément le plus clivant pour le monde entier. Alors, le plus clivant, je ne sais pas si vous avez déjà fait des cercles d'hommes, des choses comme ça, c'est toujours intéressant de mettre 30 hommes qui ne se connaissent pas dans une pièce, par exemple, expérience vécue donc, et de leur dire, tiens, séparez-vous par votre statut marital. Alors il y a les célibataires, il y a les mariés, il y a les entre-deux, facile. Mettez-vous par votre religion. Hop, chacun se met par religion, facile. Et puis, mettez-vous par ce que vous gagnez, moins de 1000 euros, entre 1000 et 5000 euros, et plus de 5000 euros. Et là, il y a une tension qui se crée dans la pièce, un truc de fou. Incroyable. Oui, et avant, c'était même l'orientation sexuelle, donc il y avait, on se rendait compte, bizarre, il y a aussi des gens qui sont bi, il y a des gens qui sont gays, ah mon Dieu, mais c'était relax. Mais l'argent, ça a attendu tout le monde, mais en une seconde, c'était vraiment impressionnant. Et à côté de ça, Noah Harari, dans son livre Sapiens, dit en fait, c'est le Dieu que l'humanité a choisi, on l'adore, et en plus, il nous le rend bien, parce que dès qu'on en a un peu, on peut se faire plaisir, et hop, on revient sur de la dopamine pure. Et donc, tout le monde va courir après. Et en même temps, on se rend compte que la moitié des richesses du monde est détenue par 120 familles. Donc on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas en termes de répartition des richesses. Et on se rend compte aussi qu'à partir du moment où les gens sont en quête d'argent, ou vont avec avidité ou cupidité essayer d'en amasser le plus possible, c'est généralement en regardant peu ce qu'ils font ou les conséquences de leurs actes. Et ça, c'est ce que je dénonce dans mes romans. Les conséquences de leurs actes, tout ce que ça peut avoir de toxicité pour des populations entières ou même l'humanité. En fait, peu importe. J'avais justement envie d'avoir plus d'argent. C'est passé par... Moi, je vais peut-être pas dévoiler le sujet des intrigues de mes romans, mais c'est passé par là. J'avais envie de... Finalement, l'argent, c'est un peu le personnage principal de tes romans. J'ai l'impression qu'il est un peu en filigrane de... Ouais, c'est ça. Que ce soit Paul Mare, où la thématique est plutôt sur une marée noire, ouais. ou Sexode, dont on va pas trop dévoiler le sujet, parce qu'il est très original, mais voilà, qui aussi
c'est en filigrane, quoi, cette notion d'argent. Ouais. La combinaison argent, pouvoir et comportement humain est toujours, je pense, je peux encore en faire d'autres, hein. C'est pas un souci, il y a de la matière. Je pense que tu as une série à faire. Ouais. En fait, Patrick est en train de saboter un peu le travail que je fais, parce que lui, à travers ses excellents romans, je tiens à dire, j'ai adoré, il montre la partie sombre de l'être humain avec l'argent, alors que moi, j'essaye justement de montrer l'inverse, de montrer qu'on peut relier l'amour et l'argent, et que c'est même non seulement c'est même souhaitable et nécessaire dans la société d'aujourd'hui, mais au fond, moi, ce qui m'intéresse dans la notion d'argent, c'est quand même une invention créée par l'être humain, et aujourd'hui, les êtres humains ne savent même plus pourquoi l'argent a été créé et quelle est son utilité réelle, parce qu'il est, comme tu dis, fantasmé, les gens mettent beaucoup de choses, et c'est intéressant de voir que les gens veulent plus d'argent. Je ne parle pas des gens qui sont dans la misère financière, qui n'ont pas de quoi manger, hein, mais notre société, je dirais, un peu plus financièrement, je dirais, à l'aise. Quand ils veulent plus d'argent, c'est pas de l'argent qu'ils veulent plus, c'est ce que représente l'argent pour eux. Et aussi longtemps qu'on n'a pas allé voir ce que représente l'argent pour moi, comme je ne l'ai pas vu pendant des dizaines d'années, sans voir que c'était la sécurité, à travers l'argent, je courais après ma sécurité sans le savoir. Et c'est pour ça que je trouve que l'argent est quelque chose de fascinant, du fait que les êtres humains ont donné tellement de pouvoir à l'argent qu'ils ont perdu le pouvoir qu'ils ont donné à l'argent. Donc ils sont moins powerful, ils ont perdu une partie de leur pouvoir de se créer une vie qui a du sens, parce qu'ils ont donné ce pouvoir à l'extérieur, que ce soit sur l'argent, sur mon patron, sur le politique, sur les scientifiques ou je ne sais quoi. C'est le même principe. Donc pour moi, l'argent est un instrument de guérison personnelle et sociétale juste incroyable. Et souvent, on me dit « Ah, mais il faut supprimer l'argent, ça réglerait les problèmes dans le monde. » Je ne sais pas si Patrick le pense à travers ses romans. Je leur dis toujours « Ben non, ça réglerait absolument rien. Par contre, supprimer les humains, là, les problèmes dans le monde seraient réglés. Alors, à coup sûr, mais l'argent, vous allez à peu près en régler aucun. Donc, soyons en paix avec l'argent. Et quand on sera en paix avec l'argent, on pourra le supprimer. Mais à ce moment-là, il ne sera même plus question de le supprimer, parce que ça ne sera plus un problème. » Je me rappelle, Christian, tu m'avais dit un jour, les humains sont quand même incroyables. Est-ce qu'un arbre est en train de se culpabiliser d'avoir plus de feuilles ou des feuilles plus vertes que l'arbre d'à côté? Et c'est vrai que... Non, c'est rien. Et c'est vrai qu'en tant qu'humain, on a vraiment tendance à se faire des nœuds au cerveau à des endroits qui sont assez étranges. Mais encore une fois, je crois que tout ça, ce sont des conséquences de blessures qui sont enfouies à l'intérieur, dont on n'a pas conscience. Et du coup, les comportements sont créés par là. Et l'argent, Christian le fait de façon admirable, c'est un révélateur d'autres choses. Et c'est tout l'intérêt du sujet, je crois. Est-ce que c'est une sorte de bouc émissaire, quoi, du coup? Alors, je dirais le Dieu ou le diable, potentiellement. Enfin, la chose souhaitée et puis ou la chose maléfique. Mais au fond, j'adore cette citation de Coluche quand il disait, et il avait tout compris, pourtant on parle de 40 ans en arrière, hein, au moins, qui disait, on parle de la France, en France c'est bien connu, les riches sont les méchants, les pauvres sont les gentils, et bien sûr tout le monde veut devenir méchant. Et c'est merveilleux parce que ça parle vraiment de cette sorte de conflit intérieur. C'est pas bien l'argent, mais au fond de moi j'ai envie d'en avoir, mais surtout pas que ça se sache, parce que quand même je serais vu pour qui, quoi. Ouais. D'autant plus que quand on regarde, moi un truc que j'avais bien aimé aussi dans ta façon de définir l'argent, c'était ta façon de dire l'argent c'est des chiffres dans un ordinateur ou c'est un morceau de papier. Et déjà le fait de voir ça, de se dire mais en fait c'est juste ce que ça permet, donc la valeur qu'on lui accorde collectivement. Parce que finalement, si on décide que maintenant c'est plus l'argent qui vaut des sous, mais c'est un sourire. Et que c'est quand tu rentres dans une boulangerie, que tu souris, tu reçois du pain, tu vois. Tu viens avec ton argent, on prend pas de ça chez nous, mais tu arrives avec un grand sourire et un compliment, on te donne du pain, bah du coup ça pourrait devenir collectivement la nouvelle façon d'échanger. Enfin, je dis n'importe quoi, mais vous avez compris le principe. Donc moi j'aime bien cette façon de remettre l'argent à sa place et surtout de reprendre sa responsabilité par rapport au regard qu'on a dessus et comme tu le disais, d'aller voir et d'aller faire éventuellement un travail pour juste être en paix et que ce soit plus un sujet. Du coup, ça peut ouvrir pas mal de portes, j'ai l'impression. Et pour faire le pont avec le sujet juste avant du business, c'est que dans le cas d'un business, d'une activité professionnelle d'entrepreneur, l'argent est finalement la seule raison d'être de l'entreprise. Souvent, on l'oublie. Et ça devient comme une sorte de pivot qui devient le problème si la relation à l'argent n'est pas pacifiée. C'est-à-dire que je suis censé générer de l'argent avec mon entreprise. Moi, je me rappelle quand j'ai créé ma première société en 2008. Je disais à qui voulait l'entendre,
je veux pas gagner beaucoup d'argent, je veux juste arriver à en vivre. J'arrivais avec... Je serais gêné de gagner beaucoup d'argent, je préférerais qu'on m'aime. Et puis, si je veux pas gagner beaucoup d'argent, j'ai peut-être plus de chances d'être apprécié. Enfin, les nœuds que j'avais dans ma tête, c'était incroyable. Et pourtant, je sortais de 5 ans de commerce. J'étais commercial pendant 5 ans avant. Et j'étais un très bon vendeur. Mais du moment où je me suis retrouvé à mon propre compte, tout mon système de performance de vente s'était effondré. J'étais devenu super nul parce que je me suis retrouvé à me projeter dans plein de trucs. Donc c'est là qu'est intéressant le business. C'est quasiment une thérapie dans laquelle on va avoir l'occasion de traiter ce sujet, de vérifier son propre positionnement avec ça. Et comment est-ce qu'on enlève peut-être toute la part néfaste ou maléfique qu'on peut avoir sur cette idée-là et le business et les machins pour justement créer quelque chose qui soit un bénéfice ou une bénédiction pour tout le monde. Ouais. Petite question que je me pose, est-ce que vous avez tous été salariés à un moment donné de votre carrière? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes tous plus ou moins chefs d'entreprise ou en tout cas, ouais, bah, enfin pas Oui. plus ou moins, carrément tous, ouais. Est-ce que vous avez tous été salariés? Ouais, Oui, toi tu as été salarié, toi aussi, Christian, oui, forcément. Banquier, évidemment. L'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas la fameuse histoire. Olivier aussi, tu as été salarié, toi? J'ai fait 16 ans d'un grand groupe du CAC 40. Hein, donc, Ok, ouais, tu as fait 16 ans carrément comme cadre dans un groupe. Quoi. Okay. Et toi, Pat? Non, moi j'ai été salarié 1 an et demi et avec mon employeur de l'époque, on s'est mis d'accord assez vite pour que je redevienne indépendant comme toujours. Parce que j'ai eu du mal à rentrer dans la case, je pense. Et en même temps, c'était beaucoup plus intéressant pour moi d'être un peu l'électron libre, l'outsider, qui, pour finir, est un peu ma marque de fabrique, pour ce que j'en comprends. Ouais, j'ai une question un peu marrante. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous êtes dit le salariat, c'est terminé? Ah ouais. Ah, je peux même te dire à quel endroit je suis. Tu sais, on a des flashs là, comme tout le monde sait où il était le 11 septembre 2001 quand on a appris pour les tours jumelles. Là, c'est pareil. Je faisais un BTS en alternance dans une grosse entreprise industrielle, parce que je faisais des études en électronique à l'époque. Et ça faisait juste 1 an que j'allais 2 semaines à l'école, 2 semaines à l'entreprise, 2 semaines à l'école, 2 semaines à l'entreprise. Et je me garais toujours sur le même parking, je passais toujours le même portail le matin de cette entreprise, 2 fois 5 jours, puis après j'allais à l'école. Et là, je me retrouve le premier été. Donc là, j'enchaîne 1 semaine, 2 semaines, j'enchaîne tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Et au bout de 2 mois, j'en pouvais plus de voir ce portail. J'en avais déjà marre, je dis, je vais pas passer ce portail toute ma vie. C'est pas possible. Il va falloir que je change quelque chose. Parce que ça commençait déjà à me crisper. À ce moment-là, on est en 1998, donc c'était 10 ans avant que je trouve le moyen de me mettre à mon compte, mais je savais que c'est quelque chose qui était vibrant en moi depuis très longtemps, que c'était je me mette à mon compte, mais pour faire quoi? Ça a été ça la grande question. Yes. Alors oui, de mon côté, je dirais, il y a une différence pour moi entre j'ai envie de quitter ce truc-là, de ne plus être salarié un jour, que ça j'ai eu, je pense en tout cas 5-6 ans avant de quitter mon emploi, le salaire c'est terminé, le salariat c'est terminé. Ça c'était une évidence le jour où je me suis fait licencier suite à la fameuse crise des subprimes, où là, tout à coup, je savais que je ne reviendrais jamais en arrière, je ne reviendrai plus jamais dans ce milieu-là. Donc si tu veux, entre l'envie et le passage définitif, il peut y avoir quand même pas mal d'années, voire toute une vie pour certains, qui n'oseront jamais faire ce pas-là. Donc moi c'était clair. J'aimerais juste rajouter un truc après, quand même, c'est pas pour l'entrepreneuriat, vu qu'on parle du passage, c'est important de voir qu'il y a tellement d'entrepreneurs qui n'osent pas s'avouer qu'ils veulent gagner de l'argent. Parce qu'au fond, si on crée son propre projet, puis qu'on dit je ne veux pas gagner de l'argent, dans ce cas-là, faites-le bénévolement, c'est pas un problème. Mais dès le moment où on veut quand même générer de l'argent pour ses propres besoins, oui, on veut gagner de l'argent. Mais c'est comme si s'avouer cela était inavouable, alors que la réalité, c'est que on fait ça parce qu'on veut gagner de l'argent et pas que, potentiellement. Mais si je ne gagne pas d'argent, à moins que j'ai des sponsors et autres, il y a peu de chances que mon entreprise soit pérenne. Donc ça passera par gagner de l'argent, mais c'est important d'oser se le dire plutôt que garder ça pour soi et sans arrêt sur ses comptes, mais faire comme si, non, je fais juste ça pour les autres. Non, je fais ça et pour moi, et effectivement, j'ai envie de contribuer à quelque chose si on a un peu plus de conscience dans notre business que juste gagner de l'argent. Ouais, voilà. Carrément. Et toi, Pat, tu te souviens? Parce que ça n'a pas duré longtemps, visiblement, donc ça n'était pas ton truc, le salariat. La première fois qu'on m'a dit ah non, là tu peux pas partir maintenant, il n'est pas l'heure de la fermeture du bureau alors qu'il n'y avait plus rien à faire. Et puis la semaine d'après, quand j'avais des trucs à faire et qu'on m'a dit ah bah non, là il faut que tu y ailles, on ferme le bureau. Je dis bah non, ça va pas du tout. Donc quand il y a un travail à faire, il faut le faire, et quand il n'y a rien à faire, faut en profiter. Enfin, je sais pas, dans ma logique, en tout cas, c'était comme ça. Cela dit, je me suis
moi je fonctionne toujours au projet. Écrire un livre, c'est un projet. Accompagner quelqu'un, c'est un projet. Accompagner une équipe de direction, c'est un projet qui a toujours une fin et un délivrable final. Tous les livres que j'ai écrits avant ont toujours été finis. Donc, et je fonctionne vraiment par projet. Je me suis rendu compte que mon vrai luxe dans la vie, c'est pas tellement l'argent, c'est ma capacité à gérer mon temps comme je veux. Et j'ai commencé à bosser à 22 ans. Depuis que j'ai 22 ans, le luxe, c'est de pouvoir organiser mes journées, mes nuits, si nécessaire, mes week-ends, mes vacances, comme j'ai envie. Et ça, je pense que c'est, je crois, le truc dont je pourrais le moins me passer, en fait. Ouais, ça revient souvent en fait Ouais. chez les entrepreneurs. La valeur liberté, j'ai l'impression que c'est une valeur vraiment Ouais. haute. La liberté, comme tu dis, de faire ce que tu veux, mais aussi de pouvoir t'accorder du temps, etc. Donc, ouais, je crois que, enfin, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que on doit tous l'avoir plus ou moins. Alors, c'est une valeur haute, mais elle est de loin pas autant vécue que les gens l'imaginent. Parce que moi, je vois à quel point les gens se créent une nouvelle prison en créant leur entreprise très souvent, dans laquelle ils sont coincés. Ouais, je Ils suis rêvent, tu veux dire qu'ils rêvent de liberté, Ouais. mais qu'une fois qu'ils sont entrepreneurs, Ouais. ils vivent pas la liberté. Ouais. Ouais, Ouais. c'est le prétexte numéro 1 pour devenir entrepreneur. Mais par contre, l'expérience qu'on en fait est pas du tout là. Je me rappelle Nathalie Cariou qui disait en fait, la plupart des entrepreneurs du web sont comme des boulangers, ils sont enchaînés à leur job, quoi. Et ils bossent comme des tordus alors qu'ils avaient fait ça pour être libres et ils ne le sont pas du tout. Mais c'est vrai que penser comme un entrepreneur ou penser comme un artisan dans le sens je produis moi-même les résultats de mes mains, c'est deux mentalités différentes. C'est un état d'esprit différent et donc on se positionne à un autre endroit si on pense comme un entrepreneur, si on pense comme créer un actif, ou si je pense à juste créer un revenu. Et là, je suis plus comme un artisan, entre guillemets, rien à voir avec les artisans du bâtiment ou les artisans boulangers. Hein. Je parle de l'archétype. Ouais. D'après vous, c'est quoi qui justement permet d'accéder à cette liberté? Si c'est pas le fait de sortir du salariat, créer mon entreprise qui me crée la liberté, ça se situe où? Qu'est-ce qui, vous, en tout cas, vous a permis d'avoir une vie qui vous semble assez libre? Ouais, je pense que en fait, c'est quand même clairement en soi en fait cette liberté et les espaces qu'on se donne. Alors c'est vrai on peut être en tant que salarié dans un environnement plus contraint, mais penser que on va plus avoir de contraintes en passant en libéral, enfin c'est une illusion totale. Par contre, ce qu'on a quand même comme possibilité, c'est quand même de bouger des curseurs, quoi, ouvrir plus ou moins le robinet. De faire des choix de priorité qui nous sont pas imposés. Donc on devient plus responsable en fait par rapport à son emploi du temps quand même, quoi. Et c'est vrai que je pense qu'on a tous vécu ça, hein, de se laisser dans une période embarquée. Moi je me souviens au début, premier confinement, etc. Donc il y a eu énormément d'entreprises qui avaient besoin d'être accompagnées, qui appelaient à l'aide parce que les gens changeaient de repère, ils étaient perdus et pour accompagner ça. Mais j'ai bossé comme un taré, en plus on ne pouvait pas sortir, etc. Et au bout du compte, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Olivier, quoi. Et même en étant confiné chez soi, j'avais quand même des possibilités d'espace, de liberté, mais je me suis inventé en fait une sorte de prison intérieure qui se rajoutait en fait à la prison externe. Ah, tu veux dire que c'est quoi? C'est une démarche de soi vers soi. Faut déjà le vouloir, le choisir, et puis après c'est à construire en fonction des circonstances. Ouais, c'est très lié à la conscience que l'on a de ce que l'on est en train de faire, quoi. Okay. Ouais, peut-être que l'entrepreneuriat, c'est finalement le moyen de choisir ses contraintes et peut-être même de choisir de les aimer et de rendre le chemin plus léger et plus joyeux plutôt que de le subir. En tout cas, on a ces libertés-là. Ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement plus libre en termes de temps, mais on peut choisir ce qu'on met dans notre agenda finalement. Ouais. Et je veux dire, ces projets aussi, je reviens à ce que tu disais. Moi, je sais qu'une des choses justement qui fait que j'aurais pas pu faire un autre métier, c'est le fait que tu peux choisir tes projets, tu peux choisir le timing avec lequel tu les réalises, tu peux choisir les gens avec qui tu collabores, tu peux choisir tes clients. Enfin, il y a comme une dimension en fait qui te donne plus de responsabilités, mais en même temps aussi plus de latitude de choix. Puis je pense que pour ma part, en tout cas, c'était vraiment ça qui faisait que j'aurais pas pu être salarié très longtemps non plus. Mais donc du coup, j'ai appris un truc. Enfin, je me suis souvenu d'un truc, c'est que la crise des subprimes, ce qui est un drame pour énormément de gens, nous a quand même permis d'avoir Christian Junot
expert de la relation à l'argent. Quand même, sinon sans ça, on n'aurait pas eu... Pas aussi vite en tout cas. Ouais, c'est ça, ça aurait pris peut-être un peu plus de temps. Voilà, c'était juste pour la blagounette. Peut-être juste sur la liberté, enfin je sais pas si Patrick tu as ajouté quelque chose. Hein. Alors c'est vrai que je rejoins pleinement à quel point nous créons nos propres prisons, mais tant qu'on n'est pas conscient qu'on crée nos propres prisons, dans l'inconscient on en crée encore et encore et on les subit. Plutôt comme tu dis effectivement de les choisir et de les voir parce qu'au fond un des luxes c'est de pouvoir aussi choisir de travailler le week-end plutôt que la semaine, le soir ou la nuit plutôt que la journée suivant le genre d'activité qu'on fait évidemment. Mais au fond moi ce que je vois vraiment avec le temps et qui touche à peu près tous les êtres humains c'est que le vrai manque de liberté que les êtres humains ont c'est en lien avec la peur du regard des autres, c'est-à-dire que qu'on soit milliardaire ou qu'on soit profondément endetté, ça ne change rien du tout. La peur du regard des autres est encore présente et nous empêche de faire, de dire, ou parfois on ne fait pas alors qu'on aura... Voilà. Il y a toutes sortes de choses qui se passent et c'est vrai que si on est vraiment honnête de se dire est-ce que je peux me positionner et dire ce que je pense n'importe où, quel que soit ce que les autres en pensent, je m'en fous. Enfin, non, je m'en fous. C'est pas je m'en fous. Je suis détaché de ça. Je crois qu'il y a très peu d'êtres humains qui sont vraiment dans cette capacité-là. En tout cas, c'est un vrai chemin pour moi. Et ça, c'est vraiment une complication. Ce qui fait que la relation humaine il peut avoir du rapprochement et ça peut aussi créer de la séparation si on n'est pas accueilli pleinement, inconditionnellement dans ce qu'on pense, ce qu'on dit et notre manière de voir le monde. Et, en termes de pur stress, le regard de l'autre est la première cause de stress psychologique donc chez l'être humain. À part la peur donc la peur de mourir qui est un stress de base, hein. Donc le stress c'est un mécanisme de défense qui assure notre survie. À la base, on se fait charger par un rhinocéros laineux, je refais. On se fait charger par un rhinocéros laineux, on le voit arriver, on se casse. Je veux dire, on court pour sa survie, ça fait partie du truc. Et puis, nous on est la 7500e génération d'Homo sapiens, on est là depuis environ 200 000 ans. Et en 7500 fois, on s'est quand même rendu compte que quand les tribus d'à côté abandonnaient leurs enfants dans la savane ou dans la pampa, peu importe, en dessous de 3 ans, eh bien, ces enfants avaient grosso modo 0 chance de survie. Et chez l'être humain, l'apprentissage vicariant, c'est-à-dire tu ne vis pas l'expérience, mais tu vois quelqu'un vivre l'expérience. Exemple, tu vois quelqu'un se brûler à une flamme, a priori, tu vas pas mettre ta main au-dessus de la flamme. Tu vois la douleur de la personne qui commence à... Tu te dis non, j'y vais pas. Donc on a vu ces enfants mourir. Et on a intégré le fait que, surtout, il ne faut pas être rejeté par son clan. Parce que être rejeté par son clan avant 3 ans, c'est mourir. Il y en a 4 qui ont réussi à s'en sortir, on les connaît tous. Il y a Tarzan, il y a Mowgli. Et pour ceux qui me cherchent en coaching, il y a Romulus et Rémus. Donc pendant les formations, on me rappelle parfois qu'il y en avait 2 autres. Mais on se souvient de tous sur les 7500 générations d'Homo sapiens. Tout ça pour dire que nous ne pouvons pas nous permettre d'être rejetés par notre clan. Et que pour nous, être rejeté, être jugé, être critiqué, c'est d'une manière ou d'une autre vivre ça. Et c'est un danger de mort. Donc c'est vraiment super fort stressant. Et on va tenter à l'inverse de coller au groupe quel qu'il soit, notre famille à la base, mais aussi le groupe social dans lequel on a vécu, notre société, notre ville, notre quartier, en recherchant la reconnaissance des gens. Et la reconnaissance des gens, je pense que le lien, par exemple, par rapport à l'argent, il est très vite fait. Les gens reconnaissent que tu es quelqu'un de bien si tu as une grosse voiture, ou si tu as une grosse maison, ou si tu as un yacht, ou si tu es habillé machin, ou... Peu importe, ça va être en fonction de ton critère de base dans la communauté d'où tu viens, mais ça c'est vraiment un plus, et tu vas te battre pour arriver à avoir dans les yeux de tes concitoyens le « Ah, waouh !» Et ça n'a pas de prix. C'est un des 2 leviers principaux de motivation des humains. La première boîte que j'ai montée et que j'ai coulée parlait de fournir aux organisations sportives associatives plus de bénévolat et plus de budget. Donc j'avais étudié les leviers d'activation de l'action volontaire et bénévole, puisque là, en l'occurrence, par définition, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas le salaire pour motiver les gens à faire. Les 2 leviers d'activation sont hyper simples. Levier de motivation numéro 1 de l'humain, la reconnaissance. Levier d'activation numéro 2, la considération. Et c'est juste ça qui drive les gens. Et du moment où on s'est donné ça, les gens se mettent en mouvement. Et c'est ça qu'on retrouve de plus en plus dans ces dernières années. C'est la perte de sens de travailler juste pour de l'argent. Et de plus en plus une quête d'autres choses. Et on le voit beaucoup, notamment dans les rotations, les turnovers, les gens qui quittent les entreprises, ils ne vont pas chercher forcément un meilleur salaire, ils vont chercher un endroit où ils vont se sentir plus en sécurité, c'est-à-dire reconnus et valorisés.
Et quand on sait activer ça, on peut décharger une grosse partie du poids qu'on met sur les épaules de l'argent, notamment des revenus du salaire. Mais je pense que ça peut être intéressant pour les entrepreneurs de regarder justement à l'intérieur d'eux à quel point ils courent après ça, surtout chez les web entrepreneurs où la notoriété publique sur les réseaux sociaux est un levier. Je pense que ça peut être vraiment intéressant d'aller pour chacun se poser la question à quel point est-ce que je cherche à obtenir de la considération et la reconnaissance de la part de X, Y, Z. Du coup, on s'aperçoit que le levier financier est peut-être moins important que ce qu'on pourrait croire au départ. Après quoi est-ce que je cours réellement? C'est ça la question. Ouais, à mon avis, je vais passer la parole à Olivier dans un instant. Mais si les patrons se rendaient compte à quel point considérer mieux les gens pour lesquels, qui travaillent pour eux pourrait leur amener de la richesse réelle dans leur entreprise, je pense que tout le monde irait beaucoup mieux. Je sais pas ce que tu en penses, mais... Ouais, enfin, c'était pas forcément là-dessus que je voulais rebondir tout de suite. Tu as le droit de rebondir, dis ce que tu veux. Voilà. Tu es libre. Non, mais je voulais me passer le ballon, mais donc non, mais il y a un point qui m'a marqué dans des choses qui ont été dites, c'est qu'assez souvent on parle de la séparation, hein, d'être séparé des autres. Donc si on a peur du regard des autres, on peut le fuir. Et quelque part, je crois qu'il y a un piège aussi là, c'est que je rencontre pas mal de gens qui passent en étant entrepreneurs, donc indépendants, ils se retrouvent tout seuls. Et quelque part, en fait, ayant un peu peur de recevoir du feedback, etc., ils ont tendance, en fait, à vraiment s'isoler et à faire le boulot tout seul, quoi. Et de créer leur site web, leurs publications, etc., en n'ayant pas trop envie, enfin, ils veulent du lien, mais pas trop envie, en fait, d'avoir des retours qu'ils jugeraient comme négatifs par les autres, quoi. Et c'est vrai que moi, quand je suis passé je suis passé du statut donc de salarié pendant 7 ans à devenir libéral. Et j'aurais pu être tout seul, mais je veux dire, mon premier réflexe, en fait, a été de me dire, si je pars, j'ai envie de m'associer tout de suite avec d'autres, quoi. Pour avoir ce retour, pour avoir cette confrontation. Et quand on se retrouve, nous 5, en fait, je trouve que c'est vraiment ça qui est fort, quoi. C'est avoir le regard de l'autre, cette confrontation qui nous fait avancer, qui nous nourrit. Et donc, quand Sartre disait l'enfer c'est les autres, en fait, ça a été complètement mal interprété. En fait, lui, ce qu'il voulait dire, c'est que l'autre est là pour être un propre miroir, en fait, de nos manques. Hein. Et on a besoin de lui, quoi. Si on n'a pas ce miroir-là, en fait, on peut être sans arrêt dans l'errance et aller dans des impasses, quoi. Donc, il y a une sorte de paradoxe. On a éminemment besoin de l'autre et en même temps, des fois, on a peur d'être jugé par l'autre, mais c'est pas un jugement, quoi. C'est un simple retour, quoi. Et c'est une magnifique projection pour nous faire avancer. Ouais, je pense que le feedback, c'est le retour, c'est ce qui nous permet de progresser. Et c'est pas toujours digeste. C'est un youtubeur qui s'appelle Bhaskar de la chaîne Hypnomachie que j'aime beaucoup, qui disait quand on n'a pas une maman intérieure suffisamment installée qui prend soin, on a du mal à recevoir les retours et le feedback. Du coup, on grandit pas en fait, parce qu'on va juste se préserver, se protéger de ce que tu dis, qui est des jugements. Mais en fait, n'ayant pas de retour du réel, on finit par complètement se mettre dans une bulle un peu fantasmatique. C'est pour ça beaucoup d'entrepreneurs, on leur dit est-ce que ça va marcher? J'en sais rien, teste. Faut tester le marché pour avoir vraiment la réponse. Et le marché, il est impitoyable, il ne caresse pas dans le sens du poil. Mais ça demande en effet d'avoir une bonne maman intérieure, parce que celui qui n'a pas cette maman intérieure qui permet de prendre soin quand il prend quelque chose qui est un peu indigeste, lui, il va juste vouloir se protéger de ça, puis ça végète du coup, quoi. Ouais, le feedback, c'est vraiment super important. Ouais. Ça, c'est vrai que ça va beaucoup concerner les entrepreneurs. Si les grandes organisations ont besoin de créer des cercles de sécurité dans les conversations. Ça, c'est ce qu'on vit entre nous, mais c'est ce qui peut être mis en place de façon intelligente absolument dans toutes les organisations avec un peu plus de monde. On crée des endroits où les gens se sentent en sécurité de demander du feedback, que se sentent en sécurité d'en donner, qui se sentent en sécurité d'être vulnérables. Et si ces cercles-là existent, à ce moment-là, la collaboration et le ensemble est possible. Si effectivement les humains se sentent en menace du regard des autres ou tout ça, exactement ce que tu viens de dire, et ça peut complètement gangréner une organisation, quelle que soit sa taille, que ce soit 3 personnes ou 30 000 personnes. On peut effondrer, comme tu l'as dit Pat, la source de richesse, qui n'est pas que une richesse financière en l'occurrence,
Mais la source de richesse peut complètement s'effondrer de l'intérieur si on ne sait pas créer ça. Et un des réflexes de base chez l'être humain, c'est d'éviter la punition à tout prix. Ça, c'est vraiment un truc qu'on déteste. Donc, si dans une entreprise, on n'a par exemple pas le droit à l'erreur, eh bien, on va avoir tendance à masquer toutes les erreurs qu'on fait. Et si on masque toutes les erreurs qu'on fait, eh bien, d'une part, on oublie le principe même de l'amélioration continue, et d'autre part, généralement, l'erreur ne remonte jamais. Et donc, il y a des patrons d'entreprise qui pensent que tout va bien, c'est relax, comme d'habitude, trimestre après trimestre, alors qu'en fait, c'est catastrophique dans les strates les plus basses ou les plus sur le terrain de leur entreprise, et ils n'ont même pas l'info, parce qu'elle ne remonte jamais. Si, en l'occurrence, l'humain, fondamentalement, rejette le fait de faire des erreurs et de se le faire dire, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas un message à passer à l'ensemble des ministres de l'Éducation nationale et de l'ensemble des pays du monde là? Parce que s'il y a bien un truc qu'on apprend, c'est que l'erreur est une mauvaise chose, à l'école. Se tromper est une mauvaise chose, alors que c'est le processus d'apprentissage qui veut ça, mais... Là, visiblement, on est câblé à l'envers d'office, parce on va passer 15 ou 20 ans dans un système qui nous dit que se tromper, c'est mal, donc ça vient juste nourrir ça, en fait. Dans ma conférence TED, enfin libre d'être moi, hein, en l'occurrence, qui était paru avant ton livre. J'ai écrit un livre, enfin un livre d'être soi-même, enfin co-écrit en l'occurrence. En fait, je mets simplement, j'ai fauché la dictée de mon fils Sam, qui avait 8 ans et qui m'en a un peu voulu, mais après ça a été. Et il avait fait 16 erreurs. Sur 100 mots. Donc j'ai coupé la dictée pour avoir juste 100 mots. Et je mets une diapositive à l'écran avec 2 fois la même dictée, mais sur la première version à gauche, les 16 erreurs soulignées en rouge. Et à 1 demi-point à la faute, ça fait 2 sur 10. Et forcément, en rouge, 2 sur 10 peut mieux faire. Et puis sur l'autre version de la dictée, je souligne en vert tous les mots correctement orthographiés et je mets 84%, bravo, continue. C'est le même résultat, je veux dire, c'est la même production. Mais par contre, ça ne donne pas le même résultat par la suite, parce qu'effectivement, comme tu viens de le dire, Ced, il ne se décourage pas, ça lui donne envie de continuer, ça lui donne envie de... donc, le feedback que tu donnes, c'est pas tellement ne pas te dire, c'est ne pas te faire punir, le problème chez les gens. Mais, entouré en rouge, c'est une punition en soi. Hein. Ouais. En tout cas, il y a... Et puis la note, elle est basée sur les erreurs, et pas, donc c'est une sanction directe. Quoi. Pardon. Non, t'as fait, je veux dire, c'est devenu un code quelque part dans la société, le feu rouge, le feu vert, il y a tout ça qui existe. Mais juste par rapport à, tu parlais de la sécurité, de créer un espace de sécurité de parole, à l'époque où j'étais à la banque, régulièrement on avait des séances de crise parce que il y avait trop, on n'en pouvait plus, il y a trop de pression, etc. Et un jour, je vais voir mon chef et je lui dis, écoute, moi, j'aimerais qu'on crée une séance. Je suis source d'un projet. On va créer une séance, la séance du mois, mais MOI, qui aura lieu tous les mois, dans lequel ça va juste un espace de parole. Chacun va parler comment il se sent, ce qui lui convient, ce qui lui convient pas. Ils mettent une note entre 1 et 10, etc. Et j'ai créé ça, j'ai dit, j'animerai ça. Et lui était participant. Donc, il y avait tous les collaborateurs et lui, donc ça demandait quand même une certaine confiance. Et on a fait ça, en tout cas, tout le temps que j'étais dans ce service-là, on le faisait. Et c'était impressionnant ce qui s'est passé parce qu'il y avait un cadre qui avait été posé. Et puis, on n'était pas là pour donner des conseils, pour poser des questions, juste écouter chacun dans ce qu'il vivait. On a vu des trucs incroyables, on a vu un nombre de personnes pleurer pendant la séance. On a vu un gars dire, mais moi c'est dingue, j'ai un poil dans la main, si on me dit pas ce que je dois faire, me pousse pas un peu, je fais rien. Enfin, il faut déjà oser le dire devant son chef. Hein. Et ce que je veux dire par là, c'est que juste d'avoir créé ça, on n'a plus jamais eu une séance de crise, juste parce qu'on a pu poser la parole. Simplement ça. Et c'est pour ça que mon chef disait, quand je dis dans les autres services, dans les autres régions qu'on fait ça, personne ne me croit. Tellement c'était révolutionnaire par rapport à ce qui se pratiquait, en tout cas, dans le milieu de la banque. Et pour les entrepreneurs qui travaillent seuls, se bâtir un cercle de sûreté avec des confrères, des consoeurs, un mastermind, quelque chose, je pense que c'est vraiment un endroit qui est, en tout cas, une action qui est indispensable à poser, parce qu'Olivier parlait de la solitude. Ça, s'il y a bien un truc instinctivement, on est très très dur avec nous-mêmes, on a tendance à regarder là où on a fait des fautes et à se blâmer nous-mêmes. Donc on n'est pas en mesure de créer notre propre cercle de sûreté. Je pense que ça serait vraiment important que chacun puisse rejoindre un groupe de 3-4 potes qui sont à leur compte aussi, même si c'est en visio, même si c'est à distance, mais que ces conversations aient lieu sur la base de ce que vient de nous partager Christian. Je pense que ça pourrait réduire de la pression et du stress chez beaucoup de personnes. Et si on ose, pour aller encore plus loin, il y a vraiment aller au contact aussi de celui qu'on voit comme un concurrent et échanger, être à l'écoute mutuelle,
Je crois qu'il y a vraiment à croître de ça, quoi. Parce que là, on renverse les choses et on n'est plus en guerre, quoi. On est en coopération. Et si le métier qu'on fait a du sens, si on a l'impression de le faire avec du cœur, bah, votre concurrent, il est exactement pareil que vous, quoi. Il le fait aussi avec du cœur. Et quelque part, en fait, bah, d'échanger, d'associer des points de vue, peut-être même de bosser ensemble, de combiner des choses, bah, fait qu'on va encore mieux servir les clients à qui on a envie d'offrir notre service avec tout notre cœur, quoi. Donc, je crois que, en fait, chaque fois qu'on s'invente en fait des terrains de compétition, bah, on peut inverser les choses et il y a des terrains de coopération. Et c'est vraiment une invitation en fait d'aller visiter ça. Et dans ce que tu dis, ce qui est vraiment important, c'est l'image de, je mets vraiment des guillemets sur le mot ennemi que je peux voir chez l'autre, en tout cas, ou comme un potentiel danger. Un concurrent, c'est celui qui pourrait me piquer du business. Mais au-delà de l'ennemi, c'est aussi tout ce qui me dérange, que j'aime pas. Et juste une autre petite anecdote à la banque, quand j'ai changé de métier, j'ai fait un métier à l'interne et les conseillers en placement sont devenus mes clients. Et je me souviens que 3 d'entre eux, j'avais vraiment zéro sympathie pour eux. Mais je me dis, mince, j'ai ces clients-là, dans ces personnes-là, donc cette image me dérange. Donc j'ai fait un choix qu'avec chacun, je les ai invités à manger un jour pour apprendre, avec juste l'unique but, je vais apprendre à les connaître. À connaître qui est l'humain derrière le costume que je vois ou le comportement que je vois. Et les 3 fois, ça s'est merveilleusement bien passé. On est devenus très potes parce que j'ai créé vraiment, avec l'intérêt que j'avais pour eux, une sorte de relation intime. Et il n'y avait plus rien à voir, tu vois. Mais ça m'a demandé de faire le pas, tout à coup, d'aller voir l'humain, effectivement, plutôt que l'image que je m'en faisais. Et vraiment, ça a complètement changé la relation. Donc j'ai vu à quel point on peut être acteur de relations différentes à plein d'endroits dans sa vie. Ce que j'adore dans les séminaires d'entreprise que j'anime, c'est ne pas du tout mettre au début la séquence où chacun se présente. Et ça déstabilise énormément les gens. Donc il y en a certains qui disent mais on ne sait pas qui est l'autre et tout. Bah, vous allez bosser ensemble, il y a plein de séquences, si tu as envie de lui demander, tu pourras lui demander à un moment donné, quoi. Mais quelque part, quand on fait ça, ben, on réunit des êtres humains. On réunit plus des gens qui ont des statuts, des rôles, des étiquettes. Et moi, j'adore ça. Et donc, je l'ai vécu pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Et il a fallu 1 jour et demi pour que les gens disent, mais tu as oublié de faire le tour des présentations au début. Et j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai dit, bah, si vous voulez, vous le faites maintenant. Et c'était très drôle la façon dont ils sont présentés à ce moment-là, quoi. Ça n'avait plus rien à voir. Il y a une personne qui représente exactement ça magnifiquement pour moi, c'est Martin Latulipe. Beaucoup d'entre vous connaissent, j'imagine. Quand on a postulé pour rentrer dans son cercle d'excellence, on a eu un entretien avec lui. Et donc j'étais avec ma femme Claudine. Et il dit, bah voilà, parlez-moi de vous. Par contre, parlez-moi pas du business, je m'en fous, je veux savoir qui sont les humains derrière le business. La première phrase, l'introduction, c'était ça. C'est qui vous êtes en tant qu'humain, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce que vous vivez, vous êtes en famille, vous faites quoi. Donc nous, voilà, on était en tour du monde en famille, etc. Donc on lui racontait pourquoi, l'histoire, la jeunesse du truc, l'intérêt, etc. Et on a parlé de notre activité professionnelle que bien plus tard. Et Martin fait partie de ce que j'appelle moi vraiment les merveilleux représentants du véritable leadership. C'est le John Maxwell français, quelque part, à un endroit où il incarne vraiment cette bienveillance, cette humanité et cette capacité à lier des choses. Donc, à cet endroit-là, pour moi, c'est un modèle. Ouais, on a parlé d'argent, on a parlé d'humain, on a parlé de business, on a parlé politique, on a commencé par là. Non, on va pas parler tout de suite on va attendre l'apéro pour ça. Par contre, j'avais une question en fait que j'avais envie de vous poser, et de la faire un peu tourner. C'est aussi un sujet qui est un peu tabou. C'est un peu le sujet de mon livre aussi, parce que j'essaie de réunir le monde de la spiritualité, le monde du business, le monde de la sagesse et le monde du business. Et j'avais envie de vous poser la question, vous n'êtes pas obligé de répondre si vous voulez, mais c'est quoi la spiritualité pour vous? C'est quoi votre spiritualité? Quelle est la place de la spiritualité dans votre vie ou que vous aimeriez voir dans la société ou dans le monde? En gros, voilà, je jette le mot spiritualité au centre de la table. Et voilà, qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous donne envie de dire? J'ai mis du temps à l'assumer. Quand je me suis formé en lecture énergétique, en scan thérapeutique à l'époque, avec Laurent Marchand, je suis allé sur TikTok pour parler de ça, parce que j'avais la trouille d'assumer cette face-là, quand bien même ça faisait plusieurs années que
je m'étais formé en magnétisme, je faisais formation sur l'intuition, etc. Ça a été un gros mot pour moi pendant longtemps, jusqu'à ce que, un peu comme avec l'argent, je démonte la projection que j'avais fait dessus. Pour moi, la spiritualité, c'est juste qu'il parle de l'esprit, ou plutôt de l'immatériel ou de l'intangible. Ça parle juste de ça. Et aujourd'hui, c'est clairement mon métier. J'ai été présenté comme médium d'affaires. C'est amener l'intuition, l'empathie comme une source d'information précieuse qui permet de finalement savoir énormément de choses, que ce soit sur la structure et le fonctionnement d'un être humain, d'une organisation, de savoir faire des choix, choisir les projets, éviter les associations foireuses, éviter les erreurs de casting dans les recrutements, détecter et libérer les blocages inconscients. Enfin voilà, si on sort de la dictature de la logique pure, parce que je me suis fait dire moi à l'école, non, c'est pas logique, donc ne fais pas, c'est pas logique. Donc tout ce qui n'était pas logique était exclu d'office. Pour moi, la spiritualité, c'est tout le reste. Et il y a une source de richesse à cet endroit-là qui est fantastique. Yes. Si je poursuis, pour moi, j'ai vraiment envie de faire la différence entre deux spiritualités quelque part. Il y en a une qui est plutôt verticale et qui va être la connexion peut-être au cosmos ou une conscience supérieure, enfin on l'appelle comme on veut, ou Dieu. Et puis une autre, donc celle-ci pour moi c'est vraiment quelque chose de très personnel. Et là-dessus, même si ça m'habite, j'ai pas du tout envie de faire de prosélytisme ou quoi que ce soit. Par contre, moi quand j'œuvre, et ce qui est présent chez moi, c'est plus une spiritualité horizontale et qui est vraiment la connexion en fait au sens large, la connexion au vivant, la connexion à l'humanité, la connexion à notre planète qui nous porte. Et je crois que là, il y a vraiment une clé qui me nourrit au quotidien et qui peut être une source de nourriture aussi dans le monde du business, le monde de l'entreprise, et on peut même vraiment oser en parler, quoi. Et je pense que si on veut vraiment donner du sens et transformer des choses qui peuvent sembler être des obligations, par exemple quand on parle de RSE, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, et à ce moment-là, en fait, très, très souvent, en fait, c'est connoté obligation et il n'y a pas le sens. Et par contre, en fait, j'anime régulièrement des méditations, même avec des équipes dirigeantes, et qui les aident en fait à aller se connecter en fait de façon très large en fait au vivant, à la planète, à l'humain, à travers l'humanité. Et là, on a vraiment une source de sens, quoi. Et ça peut faire basculer les choses, changer les représentations et faire que finalement je ne fais pas un geste parce que je suis obligé de le faire, ça fait partie de la règle, etc. Mais vraiment qui ait du sens, quoi, et sentir que là je suis en train d'agir pour le vivant, là je suis en train d'agir pour l'humanité ou la planète. Et on ne peut pas savoir quel bien en fait ça fait. Et ça change complètement les choses dans la prise de décision des dirigeants, dans les modes d'action dans l'entreprise. Ouais, c'est cool, j'aime bien l'idée de cette spiritualité verticale, comme tu dis, tu vois, un peu de transcendance, puis une spiritualité de lien et de réunion. C'est intéressant, je trouve, de pouvoir entendre que la spiritualité, ça peut aussi être plusieurs choses différentes. Et ouais, c'est cool. Il y a beaucoup de mouvements de plus en plus qui sont organisés. Alors souvent, ça vient des États-Unis sur des méditations à grande échelle à travers la planète. Et là, on est vraiment dans cette connexion horizontale, quoi. Donc, en dehors de toute représentation religieuse ou philosophique, c'est vraiment à un moment donné, des centaines d'êtres humains à travers la planète se mettent ensemble, se connectent ensemble pour une cause commune, une cause magnifique et indispensable, puisque c'est pour la Terre qui nous porte, quoi. Et on note, et là il y a des capteurs qui existent à travers la planète, des magnétomètres, et ça a une influence au moment où il se passe ça, et il suffit, il y a des expériences qu'on a faites, je crois, seulement sur 135 personnes réparties à travers le monde, qui méditaient pour la paix au même moment. Et ben, il y avait des capteurs et des mesures qui montraient en fait que ça influait sur le champ magnétique de la Terre. Donc on a cette capacité d'influence, et
Et il y a les gestes concrets qu'on peut faire pour la planète, mais il y a aussi en fait cet esprit, quoi. Et plus quelque part on croira que c'est possible et on sort de l'éco-anxiété, plus aussi on sert notre planète, quoi. Et donc je cherche aussi à diffuser ça dans des milieux très matérialistes comme le monde de l'entreprise. Ouais. C'est pas de trop à mon avis. Ouais, d'aller amener un petit peu de conscience dans des endroits comme ça. Mais Ouais, ça c'est le fait. Bon, magnifique. Ça vous évoque quoi, vous, la spiritualité? Patrick, Christian? Par rapport à ce que vient de dire Olivier, la phrase qui me vient, c'est attaché à rien, connecté à tout. Donc l'idée, c'est de changer de représentation par rapport à ce qu'on nous propose depuis qu'on est tout petit, où en fait c'est vachement matériel ou matérialiste comme manière de fonctionner, et de se libérer petit à petit de tout ce qui est matériel pour augmenter son niveau de conscience et revenir en fait même à des sagesses très ancestrales de tribus dites primitives qui en fait je pense vivent beaucoup plus en symbiose avec leur environnement, la nature, les animaux, peu importe, que nous ne le faisons en étant un peu détachés des choses. Puis remettre de la conscience, ça peut prendre plein de formes différentes. Donc perso, je médite un peu tous les jours. C'est pas toujours simple, hein, puis j'ai plein de pensées, alors vous imaginez, écrire des romans et méditer en même temps, c'est pas toujours facile. Et en même temps, les romans, c'est une manière de faire passer des idées pour, participer à une forme d'élévation des consciences, quand on se rend compte à quel point ça peut être marasmatique, se dire, non, j'ai beaucoup de gens qui ont terminé la lecture de Paul Marr, donc, qui parle des marées noires, se sont dit, non, mais je dois faire quelque chose, quoi. Ok, parce que en dehors de... être spirituel, l'idée c'est aussi de passer à l'action d'une manière ou d'une autre, d'en faire quelque chose, de propager le message, d'apporter plus d'amour, d'enlever plus d'argent, je sais pas. Il y a quelque chose en tout cas qu'on peut faire pour renouer avec de la spiritualité à titre personnel et, comme tu viens de le dire Olivier, à titre collectif, de manière à sortir des âges sombres, comme dirait mon gourou. Nous ne sommes pas une secte pourtant. Nous ne sommes pas une secte. Moi, c'est vrai que pendant très longtemps, le mot spiritualité était complètement associé à religion, parce que je ne savais juste pas qu'il y avait autre chose qui existait. Et puis, comme j'avais pas de sympathie particulière pour les religions catholiques ou protestantes, je suis protestant en l'occurrence, ça ne m'intéressait pas du tout. Et en plus, j'avais encore le mot Christ dans mon prénom, ce qui ne me plaisait pas beaucoup non plus pendant une époque. Donc, c'était un peu compliqué. Et puis, je ne sais pas à quel moment c'est venu tout à coup cette ouverture à aller au-delà de ce qui était présenté à travers les religions et comprendre qu'il y a peut-être autre chose, une autre force, une autre énergie ou une autre conscience qui existait aussi. Alors aujourd'hui, moi je me connecte beaucoup, pour moi le lien avec la religion, qui parle, enfin pas la religion, la spiritualité comme certains l'ont dit, qui parle de l'intangible, du non-visible, je m'y connecte beaucoup quand je suis dans la nature, mais particulièrement en montagne. Pour moi ça reste vraiment mon lieu de prédilection en montagne. Mais aussi, si je regarde un peu de recul dans ma vie, il y a eu tellement de rencontres magiques qui sont faites de manière tellement incroyable que ça ne peut pas juste être un hasard. Je ne crois pas que ce soit juste la chance qui a fait ça. Je crois vraiment plus profondément aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui œuvre et qui m'utilise dans le bon sens du terme au service d'un projet plus grand que moi. Donc ça permet aussi de retrouver un peu d'humilité, de voir que de toute façon d'une part je suis juste un grain de poussière au milieu de tout ça, donc mes problèmes perdent beaucoup d'importance quand je vois que je suis juste rien et que mon passage sur Terre ou pas ne changera pas grand chose à la société, voire même rien du tout, en tout cas au tellement minime, en tout cas que ça vaut pas la peine de se poser toutes ces questions. Mais surtout, c'est vrai que dans tout mon parcours et les entrepreneurs que j'accompagne, je les encourage, je les amène, en tout cas je leur ouvre la voie à se connecter à plus grand que soi. Parce qu'aussi longtemps, comme j'en vois trop encore à mon avis, qui pensent qu'ils ne peuvent compter que sur eux, c'est anxiogène à fond, quoi. Alors que dès le moment où je pense qu'au plus profond de moi, mais cellulairement, pas juste avec ma tête, que je suis connecté à plus grand, que la vie me veut du bien et que quoi qu'il m'arrive, il y a des ressources qui se présenteront à moi, qui sont soit mes propres sources insoupçonnées parfois, ou des ressources extérieures. Je peux commencer à me détendre, je peux commencer à vivre un peu plus le moment présent, je peux lâcher un peu les inquiétudes, à me préoccuper du futur.
et il y a autre chose qui se passe, quelque chose de beaucoup plus tranquille. Donc voilà peut-être un peu comment moi je vis cette spiritualité, en tout cas mais elle m'aide beaucoup. Et peut-être juste pour finir, effectivement, je vois aussi le piège, et on parlait d'argent tout à l'heure, c'est que les personnes qui se réfugient dans la spiritualité, c'est une manière aussi de fuir une réalité peut-être trop compliquée, trop difficile, trop souffrante, avec des blessures, et qui se déconnectent de la matière, et je pense qu'ils passent à côté de quelque chose. Et je peux en parler d'autant plus que j'ai un frère décédé malheureusement qui était complètement là-dedans. Moi, ce qui me vient en t'écoutant, c'est une sorte de définition de la spiritualité, en fait, telle que tu l'as décrit, et je suis très en accord avec ça, qui serait en fait la confiance dans la vie. Complètement, c'est un terme que j'utilise beaucoup. Ouais. Et quelque part, dans ces mots-là, ça évite les dérives telles que celles que tu décris, quoi, parce qu'on c'est plus une fuite. S'il y a la confiance dans la vie est là, et être vivant, pour moi, être vivant, c'est être là sur Terre, quoi, et être en mouvement sur Terre, quoi, et non pas perché je ne sais où, quoi. Donc, c'est d'accueillir pleinement son incarnation, et ouais. enfin la vivre pleinement. Et j'ai envie de renvoyer la balle à Jean-Luc, parce que toi aussi qui viens d'un monde spirituel avant d'un monde matériel, j'ai l'impression parfois. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire, c'est ça? En moins de 3 heures, s'il La te plaît. spiritualité appliquée en 3 tomes. Voilà. C'est ça le problème, ça va être de faire court. Il suffit de lire mon livre, hein. Voilà. C'était court. Spiritualité appliquée. Ouais, moi j'aime bien utiliser le terme de philosophie pratique aujourd'hui, dans le sens où plus ça va, plus j'aime à ne pas avoir de médium, c'est-à-dire ne pas avoir de choses entre moi et autre chose que moi, on va dire ça comme ça. Du coup, j'ai une tendance à enlever tous les intermédiaires et me dire, ok, j'ai donc moi, là, ce que je perçois, et il y a comme un dialogue entre les deux. Ça, c'est à peu près ce dont je suis certain. Pour le reste, j'ai des doutes partout, mais je suis à peu près certain de faire une expérience entre quelque chose là qui a l'air d'être plus ou moins existant, quelque chose qui est perçu, puis un truc qui circule entre les deux. Et ouais, pour moi, si j'ai une spiritualité, c'est ça. C'est comment ça dialogue, comment je dialogue avec ça, comment j'apprends à mieux comprendre ce qui se passe réellement, et où ce que petit à petit ça me conduit, quoi. Et ouais, je crois que quand la spiritualité n'est plus un sujet, je pense que c'est là qu'elle est vécue. Je pense que quand l'argent est plus un sujet, c'est là où le sujet est épuisé, c'est là où on peut accéder à ce qui est juste, équilibré, harmonieux pour soi. Et je pense que c'est à peu près la même chose pour tous les sujets qu'on a fait circuler tout autour. On avance déjà pas mal dans notre périple. Moi, j'aurais envie de vous dire, si vous aviez un conseil à donner à un jeune de 15, 16, 17, 18 ans, quelque chose comme ça, quelqu'un qui s'apprête à se lancer dans la vie, puis qui peut avoir des tas de questions sur tous les sujets qu'on a abordés. Si vous aviez un conseil à lui donner, ou si vous aviez quelque chose à lui offrir pour qu'il puisse prendre certains raccourcis, ce serait quoi? Je lui proposerais d'apprendre en tout premier lieu à regarder ses talents, ses forces, ses facilités, tous les endroits où il est naturellement meilleur que les autres, de manière à être conscient de ça et à s'appuyer là-dessus en premier. Parce que sinon, instinctivement, on a tendance à regarder les erreurs qu'on fait, les faiblesses qu'on a. Donc, ce serait de nourrir le sentiment de valeur personnelle à travers, justement, on me dit souvent que voilà, je sais très très bien faire du calcul mental. Et voilà, donc, j'ai des facultés cognitives, j'ai des facultés relationnelles. On peut aller explorer les types d'intelligence, par exemple. Les natures multiples et les intelligences multiples. Donc il y a plein de moyens de comprendre quels sont nos fonctionnements naturels et quelles sont les forces qui sont liées à ça, et de s'amuser à jouer avec pour se créer une trajectoire de vie personnelle, relationnelle, professionnelle, familiale qui soit nourrie par ces facultés. Okay. J'ai envie de rebondir, parce que je vois juste que tu as dit un terme qui me dérangeait, c'était le fait qu'il soit meilleur que les autres. Au fond, j'ai envie de dire, moi, me semble-t-il, on s'en fout, parce qu'on est encore une fois dans la comparaison. Et c'est comme s'il fallait que je sois meilleur que les autres pour justifier quelque chose. Et moi, j'aurais envie de dire, écoute, ta joie et ton plaisir, quelque part, c'est ton guide. C'est ton guide de ce qui est juste, ce qui te fait, que tu sens que ça vibre.
tu ne peux pas te tromper à cet endroit-là. Et ce serait plutôt vraiment d'encourager les jeunes à apprendre à écouter ces signaux-là et de les suivre. Même si le parcours ou la trajectoire que ça va amener peut paraître loufoque, peut paraître bizarre aux yeux de la majorité, c'est certainement la bonne trajectoire. Yes. Ce que je lui dirais, c'est dans tout ce que tu fais, mets du « et ». C'est-à-dire, sors du « ou ». Et tu peux être une chose et son contraire. Tu peux faire ça et faire quelque chose d'autre. Tu peux essayer ça et essayer ça. Et ça me paraît être une clé fabuleuse, quoi. Et vraiment sortir du « ou », parce que le « ou » est vraiment très présent dans notre société. On s'oblige, je ne sais pas si on s'oblige, mais assez naturellement, on a le réflexe maintenant de toujours choisir son camp. Et moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est contagion émotionnelle et je vois que avec les multiples connexions, Internet, réseaux sociaux, etc., qui ont plein d'avantages, et quelque part, ça amplifie en fait les clivages, quoi. Et donc, si un jeune arrive à se rendre compte justement qu'il y a les médias qui suivent et il y a aussi d'autres médias et que ces médias et les gens qui sont passionnés par ces médias, c'est aussi des êtres humains et ils ont une vision de la vie qui est la même, qui est de chercher finalement à être heureux et je pense que chacun essaye de faire ça, mais le fait avec d'autres façons de le faire, quoi. Donc ce « et » est vraiment le centre de la réunion et moi j'adore l'esperluette qui est vraiment le symbole, je ne sais plus, on l'appelle aussi le « et » commercial, je ne sais pas pourquoi, mais je préfère esperluette parce que je trouve ça très, très poétique et pour moi c'est une clé. Et à chaque moment, en fait, de ma vie où je me suis rendu compte, alors quand on est dedans, on ne s'en rend pas forcément compte, mais où je me suis dit, mais tu es en train de vraiment d'être trop dans le « ou », quoi. Et quelque part, comment tu pourrais faire des liens toujours pareil, entre ces deux choses qui n'ont rien à voir. J'étais manager, je dirigeais un service, j'en étais seulement à 5 ans de ma carrière professionnelle. Et j'ai demandé à prendre un temps partiel pour en même temps donner des cours à des étudiants. Et après, j'ai demandé un temps partiel supplémentaire pour en même temps écrire un bouquin. Et donc, ce « et », je pense que c'est vraiment une clé d'ouverture fantastique. Ouais, j'aurais adoré entendre ça quand j'avais 15-16 ans et découvrir que je pouvais faire partie du groupe des intellos et des déconneurs. Parce que je me suis retrouvé au milieu des deux, puis j'étais finalement exclu des deux à un moment donné. Donc je trouve que c'est précieux. C'était un peu plus léger ce que je dis là, mais parce que je pense que quand on est ado, il y a des trucs, des sujets qui sont extrêmement forts, parfois sur des choses qui paraissent très futiles par la suite. Mais... Tu peux sortir avec Sophie et Sylvie. Mais il faudra gérer Sophie et Sylvie. Ouais, ça peut être compliqué. Quand on est ado, ça se fait là. Ça se fait. Patrick ? Ouais, moi je lui poserais plutôt plein de questions en fait, sur comment il se sent, comment il perçoit les choses, de quoi il a vraiment envie, qu'est-ce qui est facile pour lui et qui il veut devenir lui. Et je lui dirais, imagine que tu es sur une île déserte, tu dois rien à personne, tu traces ton chemin. Fais comme Corto Maltese. Tu vois, Corto Maltese, en fait, il a vu la ligne dans sa main, sa ligne de vie, ça lui a pas plu, il a pris un canif, il s'en a refait une. Voilà. Tiens, voilà mon canif. Débrouille-toi avec. Et trace ta route. Oui, du mieux que tu peux. Alors peut-être il aura besoin de conseils, peut-être il aura besoin... Je n'en sais rien, mais par contre, on va déjà lui poser ces questions-là. Et puis surtout que ce soit ses réponses à lui, avec tout ce qu'il sait déjà et tout ce qu'il ne sait pas. Mais en se rappelant aussi, il y a un film K-Pax, qui était sorti fin des années 90, je pense, où il y a un gars qui venait d'une autre planète, qui était pris en charge par un psychiatre. Et le psychiatre, à un moment, lui dit ouais, vous présentez venir d'une autre planète. Mais comment distinguez-vous le bien du mal ? Et le gars lui répond oh, vous savez, toutes les créatures de l'univers connaissent la différence. Elles savent le distinguer. Donc je pense qu'un ado sait aussi ce qui est bon pour lui. Oh yes. J'étais absorbé dans ce film que j'ai adoré et du coup j'ai perdu le fil je savais comment relancer mais je ne sais plus comment relancer. Voilà, ça fait la spontanéité du truc.
Du coup, je suis vraiment perdu. Est-ce que Oui. J'ai juste avant le conseil pour les ados, on Ah, était si, sur, ça y est, on je était l'ai sur le. retrouvé. Eh ben vas-y. Je l'ai retrouvé. Ouais, parce que maintenant qu'on a fait un conseil pour les ados, j'aimerais bien qu'on refasse un petit tour avec un conseil pour. On va faire quoi? Ouais, un conseil pour quelqu'un qui a un projet qui lui tient vraiment à cœur. Que ce soit passer de salarié à entrepreneur, que ce soit doubler son chiffre d'affaires, que ce soit faire un tour du monde comme tu l'as fait avec ta famille, que ce soit écrire des romans, etc., etc. Quel conseil on peut donner à quelqu'un qui veut se lancer dans un projet et quel bon conseil on peut mettre dans sa besace? C'est Bronnie Ware, je pense, une infirmière australienne qui a fait, qui travaillait avec les personnes âgées en gérontologie, j'imagine, et qui a fini par écrire un bouquin sur les 5 grands regrets des gens en fin de vie. C'est quoi le nom de l'auteur, rappelle-moi? Bronnie Ware. Bonnie Ware. Ouais. Bonnie Ware, voilà, pour ceux qui veulent, W-A-R-E, exactement. pour ceux qui veulent chercher et les retrouver. Et donc c'était du style, j'ai trop travaillé. J'ai pas assez vu mes amis. J'ai pas fait ce que je voulais. Ou j'ai pas assez fait ce que je voulais. Puis il y en a encore 2 autres. Ah, il y avait ça, j'ai pas osé, ouais. Ouais, j'ai pas osé. Bref, de se rappeler juste de ça. Pour y aller plus vite. Parce que pour finir, un entrepreneur ira. C'est juste qu'à la base, il se dit oui, mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Est-ce que c'est vraiment ça le bon choix? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça va marcher? Écoute, fais-le, tu verras. Tu verras. Ou bien tu peux attendre longtemps et te dire que tu finiras quand même par le faire. Donc fais-le. Commence. Mais un pas avant l'autre, quoi. Enfin, un pas après l'autre, pardon. Sinon, c'est Michael Jackson. Un pied devant l'autre. Moonwalk. C'est ça. Yes, cool. En 2 mots, amuse-toi. Moi, je dirais ne laisse personne, ne laisse aucune excuse t'empêcher de réaliser ton projet. Moi, ce serait pas tant un conseil général comme ça, mais plutôt peut-être des petits exercices que la personne pourrait faire. Le premier, ce serait de réunir son conseil intérieur. Donc essayer d'identifier en lui les différentes facettes, les différentes opinions, les différents partis pris, les différentes croyances par rapport à son projet, et d'être à l'écoute de ça et de voir ce que chaque partie dit. Et puis aussi de faire une sorte de conseil extérieur, qui pourrait être un deuxième exercice, et je crois que c'est Napoléon Hill qui parle de ça, et de réunir son je sais plus comment ça, son conseiller. Conseil des sages. Conseil des sages, oui. Dans le livre Réfléchissez, devenez riche. Ouais, exactement. Et du coup, de repérer en fait des personnes réelles ou imaginaires, proches ou lointaines, qui ont du sens pour la personne, qui sont des sages, et puis d'écouter ce que chacun aussi dirait par rapport à son projet. Et je crois, je parle beaucoup de ces réunions et de ces différences, que des croisements de tout ça peuvent jaillir vraiment des pépites. Ou ça peut être réunir des amis, mais très différents, et puis obtenir aussi leur point de vue sur le sujet. Yes. Et je vais répondre à la question aussi, parce qu'elle me tient assez à cœur. Moi, je pense qu'il y a 2 choses, en fait, que je leur dirais, vous les connaissez, puisqu'on en a quelques fois parlé. La première, c'est souviens-toi que ce que tu mets au point de départ sera là à l'arrivée, et que ce que tu mets pas au point de départ sera pas là à l'arrivée. Donc si tu veux une aventure entrepreneuriale qui soit rentable, qui soit efficiente, qui soit kiffante, qui ait une certaine forme de sagesse, d'alignement, et aussi une forme de service au vivant, il faut le mettre au point de départ. Il faut s'assurer que c'est bien là au début, que quand tu décris ton projet, tu pars bien sur ça. Moi, je lui dirais ça, je lui dirais vraiment soigne ton point de départ, soigne ton intention de départ, parce que c'est ça que tu vas expérimenter. Et puis, je pense que je lui dirais aussi, ton projet là, s'il est négociable, il sera négocié. Il sera négocié par ton entourage, il sera négocié par le temps, par ton patron, par tout en fait, par la société, par les circonstances. Donc assure-toi de le choisir de manière non négociable. Et je pense que je lui passerai ça comme 2 conseils, de bien garder ça à l'esprit. Parce que je pense que quand on a compris que c'est ce qui est au départ qu'il faut vraiment soigner et qu'il faut le poser avec force et courage, je pense qu'on part pas mal. Et quand on part pas mal, on a plus de chances d'arriver à bon port. donc voilà, moi je lui dirais un truc un peu comme ça. J'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'il y a une grosse erreur que j'ai faite, je me souviens dans mes premières années d'entrepreneuriat,
tout ce qui est négociable sera négocié, y compris par nous-mêmes. Ouais, absolument. Et donc, si j'ai envie, mais que c'est j'aimerais bien, au lieu de je veux vraiment, ça devient ouais, j'aimerais bien, mais là je peux pas parce que, tu vois. Et on commence à se raconter des je peux pas parce que, et on se fout des bâtons dans les roues tout seul, quoi. Ouais. Donc, ouais, la négociabilité, elle est aussi à cet endroit-là. Et ce que j'observe, moi, c'est que souvent, quand tu as des gens qui sont là, tu vois, ils y vont pas vraiment. Assez souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'asseoir et de voir à quel point c'est important et précieux pour eux. Du coup, ils n'ont pas pris le temps de le poser en eux-mêmes et ils essaient de le pousser dehors. C'est trop tôt. Je pense qu'il y a vraiment cette étape où il faut le fonder en soi pour avoir la force ensuite de faire le geste, d'avoir la conviction, et puis que ce soit pas tiède, quoi, que ce soit chaud. Ouais. C'est un super test pour savoir si je le fais vraiment parce que c'est en moi ou parce que je suis en train de copier l'autre. Exactement. Ouais. Et là, il y a un vrai filtre fantastique, quoi. Ouais, c'est sûr. Ouais, sûr. De copier l'autre, de faire contre, parce que ma mère m'a toujours dit alors du coup, juste pour l'emmerder, je vais faire comme ça. Ouais, mais plaisir, hein, ouais, ouais, ou lui faire plaisir. Mais pour moi, il y a un outil qui est incroyable pour ça, c'est le protocole call. Pour le coup, donc là, on le retrouve dans le livre aussi. Moi, j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises. Ça permet vraiment d'installer à l'intérieur de nous un truc qui est vivant et qui est vibrant comme choix, et pas juste un truc qui est dans notre tête en se disant j'aimerais bien. Mais c'est vraiment, tu as inventé vraiment une façon de descendre à l'intérieur de soi et d'installer ça de partout, comme si on reprogrammait toute notre structure cellulaire, moléculaire et vibratoire, qui dit, ok, tout de moi est d'accord pour. Et il n'y a plus de, oui, mais je peux pas parce que, tu vois. Ouais. Donc ça, c'est vraiment une pépite du livre. C'est une des grosses pépites du livre pour moi, c'est ça. Ouais, mais c'est mon gros objet de travail aujourd'hui. C'est m'accompagner à faire des choix non négociables et accompagner les personnes à poser des choix non négociables. Et donc de leur redonner à la fois cette souveraineté, mais aussi cet horizon. Et je pense que ça, c'est vraiment mon gros travail pour les prochaines années. Je pense que ça va être d'entrer dans la profondeur et la subtilité de ça, pour essayer à la fois de le simplifier et en même temps de le rendre plus robuste encore. Donc, mais ouais, c'est sûr que ce truc-là, moi j'y travaille tous les jours et c'est assez étonnant. Ce que j'observe pour l'instant en tout cas. Ce que j'aime beaucoup, c'est la différence de formulation au début entre un choix qu'on formule et après de se dire pour que le choix soit plus vibrant, qu'est-ce qu'il faudrait changer. Donc cette étape-là, pour moi, à chaque fois, il se passe quelque chose, quoi. Ou alors plus loin dans le protocole, d'aller chercher sa sagesse intérieure, la personnifier et se mettre à son écoute et lui formuler le choix et voir comment cette partie de soi réagit. Moi, j'adore, quoi. Enfin, là aussi, enfin, c'est rare qu'il ne se passe rien et que ça n'influe pas aussi sur la formulation du choix. Exactement, et on l'a vu ce matin. Moi, ça m'a permis d'éviter une grosse erreur à cet endroit-là. Parce qu'il y avait la sagesse en moi, le conseil des sages intérieurs, comme tu l'as dit pour le livre de Napoléon Hill, a réagi, ça me disait non, c'est pas ça. J'ai bougé le choix, et là, ça marchait. Donc, et je vois que la différence, c'est pour qui je faisais les choses. Et j'étais pas au bon endroit. Pas pourquoi je faisais les choses. Ça, c'est toi qui m'as enseigné ça aussi. Pas pourquoi tu fais les choses, mais pour qui tu fais les choses. Et j'étais pas au bon endroit. Et à l'intérieur de moi, ma boussole intérieure me l'a dit. Mais effectivement, il faut prendre le temps de la consulter et de lui poser la question. Et ensuite, on revient à la spiritualité, c'est de faire confiance à ça. Moi, j'ai tenté un résumé de la spiritualité en 5 mots. Je sens, donc je sais. Yes. Je pense qu'on arrive doucement à la fin du flux. Je sais pas vous. Je sais pas comment ça résonne pour vous. Peut-être le mot de la fin, le dernier mot, quelque chose que vous aimeriez ajouter, quelque chose que vous aimeriez poser là pour ceux qui nous écoutent et qui auraient écouté jusqu'au bout, qui auraient cheminé avec nous tout le long de ce podcast. Oui, il y a quelque chose qui m'est apparu hier. Une formulation de quelque chose qui est évident, qui est présent en moi, dans ma vie depuis des années. C'est que notre famille est notre véritable richesse. C'est que ce qui va rester derrière nous la véritable valeur de ce qui va rester derrière nous sera au-delà de l'argent ou de l'immobilier, qui est l'héritage typique, mais c'est tout le système de valeurs, la culture, le modèle qu'on aura été pour nos enfants, etc. Et j'aimerais
inviter peut-être ceux qui nous écoutent à envisager aussi cet angle-là dans pourquoi ou pour qui je fais les choses, et à sortir de je fais les choses pour moi, mais à voir peut-être sur plusieurs générations quelle trace j'ai envie de laisser, est-ce que j'ai envie d'en laisser une, est-ce que je veux montrer à mes enfants qu'il est possible d'être heureux en couple, financièrement, confortablement, de s'épanouir dans son travail, d'être complice avec ses gamins, d'être le meilleur ami de ses enfants. Je trouve que c'est une belle réussite aussi à cet endroit-là. Donc voilà, la véritable richesse est peut-être en dehors de la matière et de l'argent. Cool, merci. Pour boucler sur la première question qui était une question plus politique. Je crois que c'est Noam Chomsky qui avait fait tout un document sur les 10 manières d'aliéner une population à destination des puissants et aussi des populations, et c'est là que ça devenait intéressant. Et une de ces manières, c'est les gens qui vous manipulent vous connaissent mieux que vous-même. Et effectivement, quand on va dans un magasin, qu'on nous fait gentiment acheter un truc, mais gentiment, c'est juste qu'il est en plein milieu du rayon. Et c'est juste que dans ce rayon, il y a cette petite odeur, l'air de rien qui nous attire. Et c'est juste que le truc qu'on cherchait, qui est moins cher, mais en fait, il faut se mettre à 4 pattes pour le prendre. L'air de rien, nos comportements sont généralement téléguidés. Par exemple, dans un magasin, mais ça peut valoir pour énormément de choses. Donc, augmenter son niveau de conscience, augmenter sa connaissance de soi, augmenter ses capacités à ne pas stresser, augmenter sa capacité à être en relation avec l'argent, augmenter ses capacités à prendre conscience de l'énergie qui est en nous, augmenter sa connexion au réel ou notre capacité à faire du business en mode bénédiction, c'est se prémunir de devenir une proie pour le monde qui nous entoure, et c'est rétablir dans un système de rapport de force et de rapport de pouvoir sa propre puissance. Et je trouve que ça, c'est un job essentiel. Autour de la table, à mon avis, on le fait tous. Moi, à ma manière, je le fais aussi, et voilà, je continuerai à le faire encore longtemps. Cool. Olivier, Christian? Ouais, moi, j'aime pas trop les mots de la fin, parce que ça donne l'impression que ça ferme. Et donc, je suis pour l'ouverture. Donc, j'espère que ce que je vais dire va ouvrir et non pas fermer. Moi, j'aimerais parler des peurs et d'une invitation, en fait, à être clair, en fait, sur ce qui nous fait peur, chacun, et de voir ce que l'on met en place pour se protéger par rapport à ces peurs. Et finalement de se rendre compte que très souvent, en fait, ce sont des choses qui vont nous séparer des autres, ou nous séparer de la nature, parce que petit à petit, en fait, on a tendance à accumuler de ce fait-là des protections, des carapaces, mais qui sont totalement illusoires, quoi. Et je pense que c'est pas si compliqué que ça, quoi, de se dire, mais finalement, qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce que je mets en place? Et en quoi cela me sépare? Et du coup, je suis persuadé que ça donnera l'envie, en fait, d'aller au contact et d'aller vers l'autre, d'aller vers la nature pour se réconcilier, quoi, par rapport à ce qui peut nous faire peur. Et c'est vrai qu'on a vécu récemment tout un tas de chamboulements, de choses qui nous ont mis dans des situations d'augmenter nos peurs et de nous séparer davantage des autres ou du vivant. C'est pas du tout un mouvement définitif, hein, et je pense que cette invitation là autour des peurs est vraiment un moyen, en fait, de modifier le mouvement. Et sachez que si vous le faites, d'autres vont le faire aussi en même temps que vous, et on est tout à fait capable de faire basculer un système. La tendance est excellente à cet endroit-là d'ailleurs en ce moment, l'accroissement de la masse de personnes qui sont d'accord avec ça. Ouais. Et j'y crois. Ouais. Christian, le mot du début? Le mot du début qui ressemble à la fin. Alors déjà, la première chose, c'est que je pense que personne nous écoute toujours, c'est que la notion de contribution est quelque chose d'important pour elle, parce qu'on a beaucoup parlé de ça, mine de rien. Et c'est important, de cette notion de contribution, de ne pas s'oublier au passage, de se mettre dans l'équation, d'autant contribuer à son bien-être, à soi-même, que contribuer aux autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que moi, j'aime voir la vie comme un jeu de piste. Un jeu de piste, moi j'adore jouer,
et que la vie nous envoie plein de signaux, et quelque part des signaux de direction à prendre, de rencontres, etc. Et si on se mettait à l'écoute de ces signaux, et effectivement ça demande aussi peut-être d'être en capacité d'écouter corporellement aussi comment ça résonne à l'intérieur. Et je trouve que la vie devient beaucoup plus joyeuse, et parfois dans la piste, c'est des personnes qui vont profondément nous énerver, nous agacer, nous mettre en colère, qui sont encore juste une manière d'aller voir une partie de moi que je n'ai pas encore vue, par exemple. Donc vraiment d'approcher la vie autrement plutôt qu'un combat, plutôt quelque chose de l'ordre du jeu. Puis pour terminer, je ne peux pas m'empêcher de dire ça, surtout, c'est que l'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer, de donner le meilleur de nous. Donc si c'est le cas d'une manière ou d'une autre, intéressez-vous à votre relation à l'argent. Yes, yes. Eh bien, moi j'ai envie de vous dire merci pour avoir livré votre visage. Il paraît que c'est ultra stressant de se montrer aux yeux des autres. Donc merci pour ça. Pour certains d'entre vous, c'est un métier. Pour d'autres, c'est pas forcément toujours la chose que vous faites tous les jours. Donc merci pour votre confiance. Merci d'avoir livré une pièce du puzzle. À travers vos réflexions, à travers aussi ce que vous avez dit, ce que vous avez laissé paraître. Et j'étais ravi de pouvoir passer ce temps avec vous, de pouvoir rassembler des personnages aussi différents, aussi variés. Le romancier, un dirigeant, un médium, un coach, auteur, formateur et philosophe. Voilà, pour parler de business, pour parler d'argent, pour parler d'humanité, de politique, de spiritualité. C'était assez chouette pour moi de vous avoir là. Donc merci de votre confiance. Merci à ceux qui nous ont... à ceux qui nous ont écoutés, à ceux qui auront peut-être su déceler à droite, à gauche, une pépite pour eux, une question, une réflexion, un angle de vue peut-être différent, qui les amèneront à se poser sur leur propre chemin, à faire de leur vie, si possible, une bénédiction, et pourquoi pas un business. Et puis, merci beaucoup de votre attention, merci à vous tous. Et merci à l'équipe technique également, qui était présente avec nous, qui nous a permis de vivre ce moment avec vous. Merci.